Récents ont montré sa capacité d'anticipation habituelle et le fait qu'il y a au niveau du système carcéral et de la justice un certain nombre de problèmes et de dysfonctionnements qu'il aurait sans doute été très difficile de traiter globalement dans une plénière de 2 heures. Et d'un autre côté, comme on est à la fois proche de la ligne de l'enseignement, comme aussi les journaux télévisés sont pleins de reportages divers et variés sur des rixes entre des jeunes, sur de la délinquance, sur le problème des prisons et des jeunes, montrant que c'est totalement inadapté. Nous avons décidé de focaliser au moins pour ce soir sur ce sujet-là, de la jeunesse, des jeunes qui sont en conflit avec la justice. Et ensuite, nous verrons si nous pouvons élargir le sujet dans d'autres domaines qui seront peut-être plus spécifiques au système carcéral. Et j'avais rencontré il y a à peu près 1 an le juge Jean-Pierre Rosenzweig, qui effectivement est un des meilleurs spécialistes qu'on ait sur le sujet. Le meilleur. Alors voilà. Meilleurs, ça fait petit. Ouais, donc non, le meilleur, en plus connu pour sa grande intelligence et sa modestie. Donc tout va bien. Vous voyez, on a beaucoup de chance ce soir. Et donc, il a été, comme vous le savez, on ne le présente plus, mais enfin juste président du tribunal pour enfants de Bobigny. Il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet des mineurs et des jeunes. Et je vais donc lui passer directement la parole parce qu'il saura beaucoup mieux vous en parler que moi. Merci. En tout cas, bon, merci de l'invitation à succéder à une foultitude de gens que je connais ou que je ne connais pas, mais qui, j'allais dire, ont planché devant vous ou vos prédécesseurs. Bon, d'habitude, je suis le premier, là, je ne suis pas le premier. Bon, pas grave. C'est pas grave. Alors, nous avons d'ailleurs Pierre Jox qui est venu parler. C'est un petit jeune, Pierre Jox. C'est un petit jeune, pas. Il y a une phrase excellente. Sur la question des enfants. Ah, mais moi, j'adore Pierre Jox. Il a une phrase excellente, la dernière phrase de son bouquin, où il remercie Jean-Pierre Rosenzweig, sans qui il n'aurait rien compris de la justice des mineurs. Vous voyez, donc, il a quand même fallu que j'aille jusqu'à la dernière phrase, quand même, pour et derrière la plaisanterie. Donc je vais essayer de répondre à votre question. Alors effectivement, on ne pourra pas tout traiter, on ne pourra pas tout aborder. En plus, l'actualité, j'allais dire, montre qu'il faudrait y consacrer beaucoup d'énergie, en tout cas plus qu'on l'a fait jusqu'à présent. Donc je vais l'aborder sous l'angle de la justice des mineurs, mais bien évidemment, on doit pouvoir extrapoler par rapport aux interrogations que vous posez, mais d'un autre côté, le sujet justice des mineurs et réponse apportée à la délinquance des jeunes, c'est pas totalement idiot quand même. Donc ça mérite quand même qu'on s'y arrête 5 minutes. Alors, non pas pour faire nécrologie, quoique je me rapproche quand même de l'échéance, mais je commence toujours à mettre une intervention en disant qui je suis, parce que je pense qu'aucun discours n'est décryptable si on ne dit pas d'où on parle. Le même sujet, on peut le traiter différemment selon qu'on est ministre, journaliste, surveillant de prison, militant, etc., etc. Donc, si je ne vous dis pas quelles sont mes grilles d'analyse, vous ne pouvez pas comprendre la portée ou le sens de ce que je souhaiterais dire. Alors, c'est vrai que j'étais magistrat. Pendant longtemps, trop longtemps disent certains, et surtout au même endroit, mais peu importe. En tout cas, avec un avantage d'avoir pu sédimenter pas mal de choses, d'avoir une pratique professionnelle, mais d'avoir aussi gardé la mémoire de beaucoup de choses. Donc j'étais juge pour enfants en Seine-Saint-Denis notamment, avec des situations non pas plus dures qu'ailleurs, mais enfin, des situations qui étaient quand même parfois relativement délicates quand même. Donc magistrat, ça veut dire, je ne vous ferai pas l'injure, mais quand même il y a un point de précision, c'est-à-dire aux fonctionnaires cadre A. C'est le seul qui, avec le commissaire de police, est au contact direct de la population. Bon, en d'autres termes, par rapport à des profs, par rapport à d'autres personnes qui sont de très haut niveau de culture et intellectuelle, le magistrat, c'est un praticien. Il parle de situations concrètes qu'il a pu connaître, et parfois, c'est la chance qu'on a pu rester au même endroit, de faire le service après-vente des décisions qu'on a pu prendre. On voit si on s'est planté ou si on ne s'est pas planté, par rapport aux beaux esprits qui théorisent. Bon, deuxièmement, je suis militant, ça, je ne vous surprendrai pas. Donc effectivement, toute ma pratique professionnelle, c'est une pratique militante. J'ai eu cette chance d'être payé par l'État pour militer. Donc c'est pour ça que je suis en pleine forme à l'heure actuelle. Alors j'ai été jugé bien sûr honoraire. C'est-à-dire qu'on m'a demandé d'exercer mes droits. Moi je me bats pour les droits des autres, je n'ai pas demandé d'exercer les miens. On m'a dit tu dois prendre ton droit à la retraite. Donc j'ai été viré de la magistrature. Voilà.
quand il y a 500 postes de magistrats vacants et qu'il faut entre 1 an et 18 mois pour obtenir de pouvoir voir traiter son problème de divorce à Bobigny. C'est ce que j'ai dit un jour à Mme Taubira. C'est une gestion du personnel qui est à braque-à-la-brante et qui justifierait la privation du ministère de la Justice. Enfin bon, il n'y a pas une entreprise qui serait gérée comme ça, dont le chef ne virerait pas son responsable des ressources humaines en laissant partir de la valeur humaine et en plus les meilleurs. Bon, allez, on referme la parenthèse. Ce qui fait d'ailleurs au passage que des gens comme moi sont à l'exploitation. Je travaille pour la Tunisie, je travaille pour l'Algérie. L'exploitation, comme pas pousser le bouchon, mais comme j'ai utilisé ce brin d'humour l'autre jour avec mon correspondant, la Guyane, etc., etc. En d'autres termes, je sers strictement à rien ici, donc on m'envoie ailleurs, enfin, où je vais ailleurs. Je travaille auprès du défenseur des droits. On était encore ce matin avec Jacques Toubon. Donc je fais partie du petit groupe qu'on appelle le Collège Droits des Enfants auprès de Jacques Toubon, qui a viré sa cutie de manière considérable, comme le disait François Hollande à ses collaborateurs. Vous l'avez peut-être lu dans le bouquin de Feltès. Vous inquiétez pas, il sera plus droit de l'homisme que vous dans 2 ans. Il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas encore pris en défaut. Il va largement plus loin que moi sur un certain nombre de points sur la prise en compte des droits des enfants. Il y a des points dans lesquels, quand même, on n'est pas toujours d'accord. Mais bon, en d'autres termes, je participe de ça. Il s'avère que, et pour être plus concret, donc parce que je vais y revenir tout à l'heure, je participe, j'ai créé ou j'anime des associations, notamment l'association pour la citoyenneté des enfants et des jeunes, où à travers des procès reconstitués, à travers des boîtes de jeux, pourquoi un juge fait des procès comme s'il s'emmerdait au tribunal, il en fait d'autres, pourquoi je fais des boîtes de jeux, ça peut paraître iconoclaste, je pense qu'il faut parler des institutions de la République avec les jeunes, d'une manière ludique, pas de manière répressive, avec des interdits, mais avec des libertés, donc il faut se saisir, c'est parce que tu es que tu dois rendre des comptes. C'est pas parce que tu dois rendre des comptes, c'est parce que tu as des droits. Quels sont tes droits, mais aussi quelles sont les responsabilités qui en découlent. Je n'ai pas dit quels sont tes devoirs. Donc, à travers l'APSEJ, on participe de ce travail-là. Et puis, très récemment, donc, ayant appelé, c'est ce qu'on se disait il y a quelques instants, ayant répondu, à l'appel du président de la République après les attentats de 2015, à ce que des citoyens aillent dialoguer avec des jeunes à l'établissement scolaire, j'ai répondu à cet appel avec d'autres. On était 7000 à répondre. Au passage, 7000 personnes qui s'y mobilisent pour aller causer et répondre aux questions que les jeunes se posent sur la laïcité, c'était ça au départ, après sur l'engagement citoyen. Quand il y a eu 4 millions de personnes qui faisaient une marche blanche à Paris, c'est peanuts, hein. Comme dit l'autre, pour défiler, il y a beaucoup de gens, pour militer, il y en a moins. Je referme la parenthèse. Ceci, l'éducation nationale n'avait pas une grande envie non plus qu'on vienne jaillir sur ces plates-bandes. Donc, quelque part, il y a un gentleman agreement qui est en train de se faire. Grosso modo, le truc est en train de s'estomper. Mais en tout cas, on a été quelques-uns à penser que c'était une démarche trop importante que celle que prenaient les pouvoirs publics de l'époque, que de mobiliser des citoyens pour aller dialoguer avec sa jeunesse, quand une partie de la jeunesse de France conchit à la gueule de la République. Liberté, égalité, fraternité, c'est des mots creux, des valeurs creuses, c'est des utopies, c'est des escroqueries pour nombre de jeunes, et pas seulement dans les banlieues. Quant à la laïcité, c'est bien sûr une atteinte à la liberté de religion, par principe, et qui est absolument insupportable. La loi d'Allah, ou la loi de Moïse, ou la loi de Jésus doit l'emporter sur la République. C'est un vieux débat. Donc on a une période où il nous faut refonder, si on est laïque au sens et démocrate, moi je suis en plus agnostique, le principe de base c'est d'accepter que les autres croient en ce qu'ils veulent bien croire. Comme disait Marx, la religion c'est l'opium du peuple, mais ça peut être utile, mais enfin c'est leur problème, ils y croient, moi j'y crois pas, mais je dois les respecter à condition qu'ils ne me fassent pas chier. Et qu'on retombe, on enlèvera ça dans l'enregistrement, là j'ai un petit peu dérapé, mais ça veut dire que quelque part, derrière les plaisanteries, quand je plaisante je suis généralement très très sérieux, que les religions et leur représentation instituée veuillent peser sur le débat civil ne me choque pas, que des religieux veulent défaire la loi ou refaire la loi ne me choque pas, mais ce n'est pas eux qui font la loi, c'est le Parlement. Et j'ajoute ce que peu de magistrats disent d'ailleurs, ça ne me choque pas non plus qu'une fois la loi votée, ils la contestent. Moi j'ai bien contesté, comme laïc, nombre de lois qui ont été votées et qui ne me plaisaient pas. Mais c'est pas... La loi de la République n'est pas faite par les religions. Voilà. Donc en tant que magistrat, pas seulement dans la pratique professionnelle, mais j'allais dire dans mon engagement citoyen, j'ai essayé d'être sur ce terrain-là, et donc notamment à travers la CREN, l'association donc des réservistes d'éducation nationale, et je vous le présenterai parce que je pense que plusieurs d'entre vous sont intéressés par le document, pour montrer la démarche avec Jean-Louis Auduc.
qui est un des 10 qui viennent d'être nommés là, au comité laïcité, enfin, peu importe, on va pas rentrer dans le détail, ayant dialogué avec des jeunes le 9 décembre 2016 à Rennes, qui m'ont posé toute une série de questions sur la laïcité, des questions qui étaient pratiques, sur la pratique de la laïcité, je me suis engagé à leur répondre par écrit, pas seulement oralement, mais par écrit, et d'en faire un bouquin. Et donc, c'est un jeu de questions qui ne vaut pas pour les gosses, il n'y a pas un seul jeune de 16 ans qui va acheter ce bouquin, je ne suis pas dupe à un seul instant, mais ceux qui vont, qui doivent aller vers des jeunes et qui sont insécures sur un certain nombre de réponses à faire, il faut qu'on les aide, il faut trouver des argumentaires. Voilà, donc je participe de ça. Et je suis enseignant à la fac et je vous ai amené sur le sujet qui est celui d'aujourd'hui, le droit de l'enfance, le droit pénal de l'enfance, aussi bien des enfants auteurs que des enfants victimes. Et je vous ai résumé ça dans un petit bouquin que je mettrai à vos dispositions tout à l'heure. Voilà. Donc, pour dire que je suis sur toute une série de terrains. Bon, l'avantage, c'est d'avoir pratiqué la loi, critiqué la loi, fait progresser la loi, fait les argumentaires pour, les argumentaires contre. J'ai quasiment utilisé, et j'ai aussi dirigé l'Institut de l'enfance à Rémy que j'avais créé. J'ai été sur tous les postes autour du thème droit de l'enfance. Donc, d'avoir une vision en relief, alors à la fois subjective, engagée, et bien sûr aussi une vision qui n'est pas totalement à côté de la plaque, parce que j'ai quand même connu toute une série de situations. Si je prends un exemple très très concret, quand je vois les débats qui vont bientôt se cristalliser sur les réponses que la France va apporter aux mineurs étrangers isolés qui sont sur le territoire français, avec des réponses qui risquent de les prendre plus que jamais comme des étrangers avant de les prendre comme des jeunes, j'ai quand même géré 10 000 situations et avant que beaucoup de gens s'en préoccupent, donc je sais à peu près de quoi on cause. Alors par rapport au sujet qui est le vôtre, sur la place de la prison, et spécialement en direction des jeunes. Au risque de vous choquer, alors d'abord une affirmation, c'est que cette place elle est réelle, et qu'elle est utilisée. Là, au moment où nous parlons, aujourd'hui, là, il y a 800 jeunes. Est-ce que c'est 798 ou est-ce que c'est 812 ? J'en sais foutrement rien. Je ne suis pas allé vérifier, mais on pourrait le vérifier en 5 minutes. Il y a environ 800 personnes, je crois que c'est 820 personnes qui ont moins de 18 ans, dont certaines ont moins de 16 ans, et qui se retrouvent incarcérés. Vous savez pas, ça ne va pas être un piège, ce que je vais vous faire, mais c'est pour ma démonstration. À quel âge on peut aller en prison en France ? C'est 13 ans, 14 ans ? J'aurais dit 14. Vous diriez 14, et vous disiez 13, 13, 14. Ouais. Vous diriez quoi, vous ? Oui, 14. 14, 13. Et à quel âge on peut être condamné en justice en France, d'après vous ? 13 ans. À quel âge on peut être condamné en justice ? Je ne suis pas certain qu'il y ait un âge. En réflexe. C'est pour illustrer ma démonstration, c'est vrai. Est-ce que vous le savez ? 14, c'est l'âge où on peut être incarcéré, d'après vous. Mais moi, c'est pas la question que je pose. C'est que j'aurais dû vous poser en premier d'ailleurs. C'est à quel âge oui, bien sûr. À quel âge peut-on être condamné par un tribunal ? 13 ans. 8 ans. Allez, mademoiselle, vous dites quoi ? 13 ans. Vous dites ? Vous dites 8 comme ça au pif ou quelqu'un dit autre chose ? 18. Oui. Alors c'est 7-8 ans. Il n'y a pas d'âge. D'abord, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est le discernement. À quel âge a-t-on le discernement pour effectivement rendre des comptes lorsqu'on est en conflit non pas avec la justice mais en conflit avec la loi? À quel âge est-on conscient qu'on a violé un interdit qui est sanctionné par une peine, la délinquance? Bon. C'est 7-8 ans. À quel âge peut-on aller en prison? C'est effectivement 13 ans. Est-ce que vous savez quelle est la peine maximale qui peut être encourue par un mineur aujourd'hui en France? Non mais vous savez pas? 15 ans. 15 ans? Ah non, réflexe, c'est pour voir si vous... Ah oui, c'est le sujet, donc j'ai essayé de vous traiter de manière pédagogique. Bon, alors vous le savez, vous ne savez pas, mais jusqu'à une loi, je crois que c'est décembre 2016, peu importe le détail, c'était la réclusion criminelle à perpétuité. L'affaire du Chambon-Solignon, vous vous en souvenez? Oui. Ce gamin de 17 ans et 10 mois qui a violé et tué, bien entendu, il n'était pas question de lui filer à la Légion d'honneur, mais qui a violé et tué une gamine après avoir déjà violé une première jeune fille. Dans l'espèce, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, y compris dans son procès d'appel. Et en violation, d'ailleurs, au passage, de la Convention internationale sur le droit de l'enfant qui demande qu'aucune décision privative définitivement ne soit pas susceptible de recours. Bon, une loi de 2016 a ramené ça à 30 ans. Allez, je vous la fais courte, vous ne le savez pas, au moins ça vous l'avez appris. Aujourd'hui, la peine maximale qu'un mineur peut se voir infliger, c'est 30 ans. Et alors, regardez comment ça se passe. Vous rentrez dans la salle d'audience, vous êtes censé être jugé au regard de l'âge que vous aviez au moment des faits. Donc vous aviez 16 ans et demi, vous risquez a priori une peine qui est la moitié de celle qu'encourt un majeur pour des faits identiques. Si vous avez commis un vol, 3 ans divisé par 2, 18 mois. Plus le jeu des circonstances atténuantes. Si vous avez commis un vol aggravé par une circonstance, vol en réunion, vous êtes 2,
5 ans divisé par 2, de 5. Si c'est vol en réunion et avec une bousculade, une violence, 2 gamins qui bousculent le troisième pour lui piquer son téléphone portable, 7 ans divisé par 2, 3 ans et demi. Et si ça se passe à la porte de l'école, 10 ans divisé par 2, 5 ans. C'est le principe de l'excuse atténuante de responsabilité. Non pas de l'atténuation de responsabilité, comme le dit, et l'excuse de délinquance, comme le dit Sarkozy. C'est vous êtes moins puni parce que vous avez moins conscience de ce que vous avez fait. Sauf que, à partir de 16 ans, y compris en matière criminelle, si vous rentrez dans la salle et que les juges estiment que, certes, au regard de la carte d'identité, vous aviez moins de 18 ans, donc la peine est la moitié encourue, la moitié de celle qui était encourue par un adulte, mais ils estiment que votre comportement, votre psyché, la gravité des faits même, justifie qu'on vous enlève le bénéfice de cette excuse de minorité. Vous rentrez dans la salle, on vous dit « Monsieur, vous aviez moins de 18 ans, mais vous êtes comporté comme quelqu'un qui avait plus de 18 ans, donc on va vous punir comme quelqu'un qui a plus de 18 ans. » Vous voyez au passage l'arbitraire potentiel de ce type d'attitude. Mais le résultat concret de la manœuvre, c'est qu'effectivement, le jeune du Chambon-sur-Lignon, il y avait Patrick Dils juste avant lui, qui effectivement a été sauvé en 3e session parce que des magistrats devenus députés ont fait voter le fait que désormais les audiences d'assises pouvaient être publiques s'agissant de mineurs. C'est la publicité du débat qui a sauvé Patrick Dils au 3e round, si je puis me permettre. Bon, allez, ça a été annulé, ok, donc on n'en parle plus. Le premier et le seul qui était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est le petit, son prénom m'échappe. Le Chambon-sur-Lignon, son prénom m'échappe, enfin peu importe, il a été condamné à la réclusion criminelle, et la question maintenant est de savoir est-ce que la loi de 2016, qui fixe à 30 ans, va pouvoir lui être applicable, etc. Alors, en d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire très très rapidement, c'est que quand on pose la question de l'incarcération des mineurs, donc des personnes de moins de 18 ans, ce n'est pas une question théorique en France, c'est une réalité. Il y en a aujourd'hui 800, dont une grande partie d'entre eux sont déjà en détention provisoire. Ils ne sont pas tous sur condamnation. Voilà. J'ajoute, pour que, là encore, vous donner un élément de réalité, c'est Le Monde d'il y a maintenant 6 mois, je n'ai pas la date en tête, mais peu importe, qui démontrait qu'effectivement, sur un an, il y avait une augmentation de 12 et quelques pourcents du nombre de mineurs présents en prison. On est passé de 700 et quelques à 820. Et, ajoute Le Monde, avec les statistiques du ministère de la Justice, la durée d'incarcération, parce qu'il y a souvent des détentions provisoires, est passée de 2 mois à 3 mois et demi. En d'autres termes, plus souvent que par le passé, des jeunes restent en prison parce qu'on ne trouve pas de solution pour les faire sortir. Ça pose le problème que je veux traiter, qui est dire la prison c'est une réponse, mais c'est pas une fin en soi. Et on ne peut pas les y laisser. Donc tout ça pour dire, quand Chevènement disait un débat public lorsqu'il était en pleine forme sur le plan physique, quand il disait je suis pour l'incarcération des mineurs, on était obligé de lui dire mais elle existe déjà, camarade. T'as beau être ministre de l'Intérieur, tu connais pas ton dossier, quoi. Il y a d'ores et déjà des jeunes qui sont en prison. Pour beaucoup de gens, c'est théorique. Et ce n'est pas théorique. Dernier élément factuel, l'incarcération des mineurs se produit dans 59 lieux pénitentiaires, entre guillemets, classiques. Il y a un quartier mineur dans ces établissements, où il y a 10, 15, 20 potentiellement jeunes personnes qui peuvent être détenues. Mais avec un petit détail, et c'est absolument essentiel pour vous de l'avoir en tête, c'est que la majorité pénitentiaire n'est pas la majorité civile, n'est pas la majorité pénale. L'administration pénitentiaire est restée bloquée à 21 ans. Quand la majorité civile, la majorité pénale, vous le savez ou vous ne le savez pas, depuis 1906 est à 18 ans, et que la majorité civile depuis Giscard d'Estaing, donc 1974, est à 18 ans. Donc, majorité civile, majorité pénale, majorité politique, ajoutons, 18 ans, majorité pénitentiaire, 21. L'administration se bat à l'heure actuelle, enfin l'administration qui a compris qu'il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin, mais elle ne peut pas faire la révolution pour mille et une raisons. Si elle avait les moyens de ce qu'elle voudrait faire, elle le ferait peut-être. En tout cas, elle n'est pas à donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Le coup de pied, il vient de l'intérieur ou de l'extérieur, peu importe. En tout cas, même si l'administration essaye de faire en sorte de ne pas mélanger des jeunes qui ont 16 ans et demi avec des jeunes qui ont 20 ans et demi, en pratique, très souvent, il y a des jeunes de 16 ans et demi avec des gens qui ont 20 ans et demi. Alors, il y a des trucs intermédiaires. Par exemple, à Villepinte essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas
de personnes de moins de 18 ans, en fait de plus de 18 ans avec ceux qui ont moins de 18 ans. Mais donc il y a un quartier jeunes détenus. Donc vous voyez, c'est la difficulté. Alors, l'évolution importante qui s'est produite ces dernières années, ça a été, avec la loi Perben 1, la mise en place, sur la base d'un quiproquo, pendant la campagne électorale avec Chirac et Jospin, mais enfin, on peut y revenir tout à l'heure s'il le faut, en tout cas, on en verra une autre déclinaison, qui a été de créer des établissements pénitentiaires pour mineurs. La loi Perben 1 de 2002 a créé, sur le papier, 8 établissements pénitentiaires pour mineurs. Finalement, il n'y en a que 5 qui fonctionnent. Pour des raisons, je ne vais pas entrer dans les détails, il y en a 5 qui fonctionnent, qui accueillent chacun 60 personnes dans des unités de 10 personnes chacune, avec des problèmes pas piqués des hannetons, notamment de rythme de vie, d'isolement, de respect, pas seulement de l'intimité personnelle, mais de temps de répit, de temps de respiration pour les jeunes qui sont pris en compte. Alors je m'explique, la conception architecturale qui a été prise est telle que tout le monde voit tout ce qui se passe partout. L'objectif, c'est pour surveiller facilement sans un truc. Résultat concret, il n'y a quasiment pas de moment d'intimité, notamment les gosses peuvent se reposer, dialoguer avec des éducateurs. Le rythme de travail, puisqu'il y a un rythme d'activité très important, c'est l'originalité de ces EPM, on y reviendra tout à l'heure, où la scolarité est obligatoire, les activités sont obligatoires, fait qu'il y a très peu de respiration individuelle qui sont laissées aux jeunes. Bon, c'est la prison moderne, c'est la prison qui se veut éducative. Comme disait M. Perben à l'époque, c'est une école entourée de murs. La seule question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre dans un lieu qui est entouré de murs? On peut apprendre 1515 Marignan, ça c'est clair, mais est-ce qu'on peut apprendre la vie? Je dis souvent en plaisantant, on prend cette salle-ci, on peut apprendre à monter à vélo pour quelqu'un qui ne sait pas faire du vélo, mais est-ce qu'il va apprendre la circulation? Monter techniquement sur un vélo, oui, la circulation, non. Alors ces 5 EPM qui existent à l'heure actuelle peuvent accueillir... Non, c'est 6, excusez-moi, c'est pour ça que c'est 6. Il y en a 6. Il devait y en avoir 8 au départ, 2 qui n'ont pas pu ouvrir, il y en a 6. Alors 6 x 6, 36, c'est 360 personnes sur les 800 qui sont incarcérées dans ces établissements pénitentiaires modernes où il y a 150 personnes au passage, 95-100 surveillants, une trentaine de personnels de la PJJ, une dizaine de personnels, ça c'est tout à fait original, de l'éducation nationale, et 4 ou 5 médecins. Ça fait environ 150 personnes pour s'occuper de 60 jeunes. Ils sont permanents. Qui les personnels. Ah oui, ils sont permanents avec les rotations, oui, bien sûr, a priori ils sont permanents. Sauf que les conditions de vie, prenez Porcheville par exemple, avec des jeunes matons, etc., ils dorment, vous savez où ils dorment? Ils dorment, pour beaucoup d'entre eux, dans leur voiture qui est devant la prison. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, ils ont essayé, comme ils n'ont pas beaucoup de fric, et que la vie en région parisienne coûte cher, et qu'un maton ne s'est pas payé très cher, ils ne peuvent pas prendre un appartement et laisser leur femme à Rouen, à Marseille, etc., etc. Donc ils bloquent leur journée de travail sur 3 ou 4 jours. Donc ils font tout leur boulot, enfin, ils font leur semaine de travail sur 3 à 4 jours. Donc pour 3 à 4 jours, ils peuvent ne pas prendre un appartement. Donc ils logent généralement, quand il y a de la place, dans une cellule, mais dans les EPM, il n'y en a pas. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'établissements pénitentiaires. Oui, c'est pas réservé aux jeunes. Non, c'est global. Oui, c'est global. Mais appliquez là en l'espèce aux EPM qui sont bourrés, comme il n'y a plus de place dans la prison pour les surveillants dorment pour un certain nombre d'entre eux dans les voitures à côté. Dans les voitures. Et ça, on le dit pas, mais c'est abracadabra. Comment voulez-vous qu'un type qui passe sa nuit, ou 3 ou 4 nuits, ou 2 ou 3 nuits, peu importe, dans la voiture du truc, comment le lendemain matin il est en pleine forme pour s'occuper. Enfin, tout le système est pire que ce qu'on dit et pose problème. Bon, on ne peut pas entrer dans tous les détails. Pour l'instant, je plante les éléments du décor. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il y a effectivement 800 jeunes personnes qui sont incarcérées, qui ont moins de 18 ans, 360 dans ces établissements pénitentiaires pour mineurs qui sont récemment sortis de terre. Les premiers sont sortis en 2007, et avec beaucoup de problèmes institutionnels, plus qu'un plan de travail très important, pas toujours en nombre et en qualité les personnels qui peuvent faire avec de bonnes idées d'ailleurs, de créer des doublons, surveillants, éducateurs. Comment un surveillant et un éducateur travaillent ensemble pour suivre un jeune. Sur le papier, c'est très bien, mais la culture des gens de la pénitentiaire et les cultures des gens de l'éducatif, c'est pas exactement la même. Alors, c'est pas contester la démarche, mais pour dire que tout ça n'est pas huilé, ne fonctionne pas comme ça, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tu as la chance d'aller dans un EPM, tout va pour... Les gamins disent, moi, en EPM, j'ai rien à foutre.
Moi, je n'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'aller à l'école, vous me faites chier. Moi. Remettez-moi à la prison classique, où là, on ne me demandera rien. Parce que dans la prison classique, effectivement, c'est la télévision et c'est la musculation. Il n'y a rien d'autre que la télévision et la musculation. Alors, si je continue et puis à mettre des éléments, on a créé autre chose dans le cadre de la campagne électorale dont je parlais tout à l'heure entre Jospin et Chirac. Les deux, à gauche comme à droite, même s'ils n'utilisaient pas les mêmes mots, se sont mis d'accord sur une chose qui est une démarche que j'appelle bourgeoise. Le bourgeois est contre l'incarcération des mineurs. Parce que ça ne fait pas bien. Les débats au Conseil de sécurité, la France, les droits de l'homme, on n'a pas de pétrole, on a grandes idées, etc. Donc on est contre la prison. Mais on est plutôt pour qu'ils ne soient pas libres. Donc on a inventé un ovni. Comme Pasqua avait inventé les vrais faux passeports, on a inventé les centres éducatifs fermés ou ouverts. Donc c'est fermé au sens où on ne vous laisse pas sortir facilement. Et le jour où certains sont sortis trop facilement, on a creusé des douves, on a monté des murs, on a mis des bergers allemands, des caméras, etc. On a rendu plus difficile le débat. Mais ce n'est pas totalement fermé, parce que si c'est totalement fermé, c'est une prison. Et à ce moment-là, on risque la condamnation par le Conseil de l'Europe, puisqu'il n'y a pas de mandat de dépôt, puisqu'il n'y a pas les garanties de la personne qui est incarcérée. Donc c'est fermé, ouvert. Et Perben, qui a été confronté au problème en 2003, avec les premiers départs, je dis départ parce qu'on ne sait pas si c'est évasion ou fugue, d'une prison, on s'évade, d'un lieu éducatif, en fugue. Alors les journalistes ont dit, monsieur, ils se sont évadés. Perben, qui est très emmerdé, surtout avec ses collaborateurs, il dit surtout, monsieur le ministre, ils ne sont pas évadés, parce que sinon vous allez dire que c'est une prison. Oui, mais attendez, ils n'ont pas le droit de sortir, parce qu'ils sont en contrôle judiciaire, donc le juge leur a dit de rester. Et s'ils en sortent, eh bien on les mettra en prison. Au passage, où il est démontré... Il y a une différence entre les EPM et les centres éducatifs. Non, justement, parce que, alors j'allais y venir, l'établissement pénitentiaire pour mineurs est un lieu carcéral, on y est sous mandat sous écrou, comme on peut être sous écrou lorsqu'on a le bracelet électronique. Donc décision judiciaire avec les garanties, les contrôles, le code de procédure pénale, j'en passe des meilleurs, on peut pas être sous écrou n'importe comment, et l'administration pénitentiaire qui ne veut pas détenir des gens n'importe comment est bien plus vigilante que les magistrats. Si un juge ou un procureur se plante d'un jour dans le décompte d'un truc, je vous garantis que les gens de la pénitentiaire téléphonent, non, monsieur le procureur, moi je veux pas être poursuivi pour détention arbitraire, alors je le remets en liberté, c'est la pénitentiaire qui commande dans l'intérêt des détenus, donc ils sont très 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 vigilants. Alors que dans un centre éducatif fermé, ouvert, on y est sur la base d'une décision d'un juge pour enfants ou d'un juge d'instruction, décision de placement, qui est complétée par un contrôle judiciaire. Mais le contrôle judiciaire n'est pas mandat de dépôt. Si vous violez le contrôle judiciaire, vous donnez la possibilité au juge de saisir le juge des libertés pour être incarcéré. Vous comprenez le truc ? C'est d'une complexité effroyable. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que je dis. Enfin si, je pense que vous avez le QI pour comprendre. Non, et que je suis très bon pédagogue. Non, derrière la plaisanterie, c'est d'une complexité quand même assez effroyable quand même. Et les gamins, ils s'y trompent pas. Ils disent, moi, vous me faites chier avec votre PM, où je suis obligé de me lever, d'aller à l'école, etc. Ça fait des années que je vais plus encore, je n'ai rien à foutre de votre école. Je préfère aller dans une prison classique. On va me foutre la paix, je vais pouvoir fumer mon truc, regarder la télé, et personne ne me fera chier. Bon. Alors, je vous donne quand même un élément. Actuellement, dans l'idéologie dominante, le nec plus ultra de la bourgeoisie bien pensante, c'est les centres éducatifs fermés, puisqu'on a fromage et dessert. Ils ne peuvent pas circuler librement, mais pourtant, ce n'est pas la prison. Bon. Alors, François Hollande avait promis le doublé, ce qu'il avait trouvé en arrivant. Il en a trouvé 40. Il aurait dû en faire 80, enfin faire 40 de plus, et nous laisser à 80. Quand il est reparti, il en avait 46. C'était sa seule promesse, au passage, c'est la seule promesse de François Hollande arrivant au pouvoir sur la justice des mineurs, c'est doubler le nombre de centres éducatifs fermés. Qui est la seule promesse qu'a faite Macron en arrivant au pouvoir, de doubler les centres éducatifs fermés. Ça va être amusant de voir s'il tient la promesse que François a supposé qu'il la tienne. Est-ce que ça répond au problème ? Ma réponse est non. Mais ça peut être opportun, mais ça c'est ma thèse, ça peut être opportun pour certains jeunes. Ce n'est qu'un instrument, un centre éducatif fermé. Avec votre stylo, vous avez un coin bic aujourd'hui. Moi, j'ai un Mont Blanc, vous aussi d'ailleurs. Je ne sors pas. Non, c'est pas ça. Non, la question n'est pas de savoir si on écrit mieux avec ça ou avec ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'écrire. Ça, ce ne sont que des instruments. Donc, quel est le projet éducatif ? C'est pas l'EPM qui est en cause, c'est pas le centre éducatif fermé. La prison ou la privation de liberté n'est pas une fin en soi. En quoi cette privation de liberté
provisoire s'inscrit dans une démarche de fond. C'est ça la question qui est posée. En tout cas, les 3 thèses de vue, petite thèse de vue de ceux qui nous gouvernent, et pour cause ils arrivent au pouvoir, ils n'ont pas réfléchi avant. C'est évident, c'est pas une injure de dire ça pour le président actuel. On l'a déjà vu avec le président précédent. Ils sont bons pour des campagnes électorales, ils sont bons pour des trucs, mais ils préparent pas leur dossier. Ils n'ont pas réfléchi aux conséquences que ça peut avoir. Et ils sont dans l'improvisation. J'ai été membre de cabinet, je sais bien comment les choses se présentent. Donc c'est un vrai problème. Alors, résultat concret. Le premier point de ma démonstration, c'est de dire la prison à l'heure actuelle pour les mineurs, c'est pas une inquiétude, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Et on peut sûrement mieux faire. On a une marge de progression quand même. Voilà, à tout point de vue, qualitatif, en prise en compte des gens, s'inscrire sur un projet pédagogique, j'en passe et des meilleurs. Alors, la deuxième question qui est posée, c'est est-ce qu'effectivement il faut se priver de cet instrument-là, de la privation de liberté, et d'une manière générale de la contrainte. Moi, je fais partie des magistrats, y compris militants, qui pensent que c'est de la démagogie que de dire... comme je l'ai encore entendu là, il faut en terminer avec les prisons, les jeunes n'ont pas leur place en prison. Bien entendu, je ne milite pas pour que les jeunes aillent en prison, mais je vais reprendre une phrase pour vous l'expliquer que j'utilise très très souvent. Quand un gosse roule à 150 à l'heure avec un moteur de 2 chevaux, il faut l'arrêter avant qu'il pète une durite. Bon, jusqu'à ce qu'il y ait un éducateur qui me dise « Toi, il n'y a pas de durite sur la 2 chevaux ». Bon, c'est un détail, on ne va pas rentrer dans le truc mécanique. Ce que je veux dire par là, c'est que la responsabilité que nous avons comme adultes, c'est de freiner l'engagement délinquant d'un jeune pour que de petites conneries ne passent pas des conneries majeures, parce qu'après on dira c'est pas moi qui ai commis le délit, mais comme tu n'as rien fait, ou le crime, mais comme tu n'as rien fait pour l'empêcher, tu as quelque part une part de responsabilité. Donc il y a des gamins qui sont dans la toute-puissance, il y a des jeunes qui sont dans la toute-puissance. Toute-puissance jusqu'à présent c'était notamment en lien avec les trafiquants de drogue, aujourd'hui c'est avec les prédicateurs et avec d'autres démarches. Il faut savoir à un moment donné s'opposer à eux, non pas pour les réprimer, ce n'est pas un but en soi, mais pour les protéger, parce que je pense que ces gamins sont dangereux, mais ils sont en danger, et la question qui nous est posée, est-ce qu'il ne faut pas parfois savoir utiliser de la violence à leur égard, non pas la violence au sens de la schlag, des coups, hein, mais de la privation de liberté, parce que la privation de liberté, c'est une violence, en tout cas la contention, et en tout cas une certaine contrainte. Alors moi je milite, et j'ai écrit pour le démontrer de longue date, dans l'IB, je l'avais fait il y a 20 ans ou 30 ans, des hommes plus que des murs. En d'autres termes, je pense que la contrainte pour un jeune qui est dans des difficultés, c'est pas obligatoirement de l'enfermer dans un endroit, mais de lui mettre face à lui, à côté de lui, des adultes qu'il n'a pas eus depuis le début. Alors je ne suis pas sur le discours des parents des missionnaires, je pense que je suis sur le discours des parents démissionnés par les circonstances de la vie, mais c'est une réalité que tous les gamins très durs que j'ai en face de moi, eh ben, ils n'ont pas eu un papa, une maman, alors je ne vais pas dire s'aimant, je n'introduis pas tout de suite le débat sur l'hétérosexualité, l'homosexualité, bon, mais enfin en tout cas des adultes qui fassent autorité, non pas autorité au sens de l'interdit et de la schlag, mais l'autorité au sens de poser des points de repère, des structurations. Si tu touches à la casserole, tu vas te brûler. Bon, oui, tiens, il n'a pas tort. Il me l'a déjà dit une fois, je ne vais pas recommencer. Bon. Donc, effectivement, on doit, à mon avis, être sur le registre. Il peut y avoir des formes, après il faut voir lesquelles, de contraintes, y compris l'incarcération, la privation de liberté. Et il m'est arrivé, moi, d'incarcérer des jeunes, parce qu'effectivement, les actes qu'ils avaient posés étaient graves, que je ne pouvais pas dire à un moment donné, à la fois, c'est grave, et pas apporter la réponse à la hauteur de la gravité. Quand je vois des procureurs qui n'arrêtent pas de dire, c'est grave, c'est grave, c'est grave, vous le condamnerez à une peine de prison de 3 mois avec sursis, mais je dis, il yote de la touffe, le procureur. On peut pas dire à quelqu'un que quelque chose est grave, et prononcer une peine qui n'a pas de sens. Je vais prendre un exemple très très concret. Où effectivement, il n'y avait pas à incarcérer ce gosse, encore que c'est un gosse qui, pour la énième fois, devait se retrouver à aller au foyer de l'enfance parce que sa mère faisait une dépression, qu'il n'y avait personne pour le prendre en charge. Il avait ras-le-bol, le gamin, chaque fois que sa mère était dépressive, lui, elle allait à l'hôpital et lui, il allait en prison. Il allait au foyer. Et il se bagarre avec son frère aîné, qui veut le convaincre qu'il faut accepter. Et puis le frère aîné, c'est moi qui jugeais cette affaire. Le frère aîné apparemment était collectionneur d'armes. Dans la chambre du frère, je ne sais pas comment ils se sont démerdés, en tout cas il y avait une arme qui était chargée. Et involontairement, parce que c'est ce que le tribunal a dit, le plus jeune a tué le plus vieux. Et il se retrouve condamné, c'est comme ça je le connais, avec 3 mois de prison avec sursis. Et le gamin était en pleine déprime.
on aurait dû le mettre 2, 3 jours, une semaine en tôle pour lui dire ça vaut pas plus que 2 jours, 3 jours, une semaine, mais tu as été jugé, on a estimé que ça valait ça, tu es quitte. Enfin, tu es quitte avec la société, après tu as ton débat de conscience à voir, etc., etc. Mais le gamin, il était en train de rechercher la punition. Donc on ne peut pas dire à la fois c'est grave de tuer et ne pas prendre des mesures à la hauteur de... Ou alors on arrête de dire c'est grave de tuer, ou c'est grave de trafiquer, etc., etc. Donc il y a des problèmes de cohérence. Les gamins, ce qu'ils veulent en face d'eux, c'est des adultes qui sont cohérents. Le juge qui dit si tu recommences, je te fous en tôle. Le gamin, en sortant, vous pouvez être sûr, en sortant du bureau du juge, je l'ai vu à Versailles, je l'ai vu ailleurs, en sortant de mon bureau, le petit gamin qui était à l'époque poursuivi pour vol de moto, il revole une moto, ne fût-ce que pour voir si je vais être cohérent. Et pas de problème, avec moi c'était couru d'avance, il y allait. Il y allait non pas parce que je voulais le punir et pour montrer que j'étais le plus fort, mais pour dire qu'un adulte dit blanc, c'est pas noir. Alors maintenant, c'est pas une fin en soi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gamins qui ont compris qu'il ne fallait pas jouer. Et puis qu'on n'était pas dans une négociation et dans un souk. Alors, tout ça pour dire que on a une législation qui permet d'incarcérer, on a une réalité de l'incarcération, il faut en faire un usage qui est un usage modéré, mais on n'en fait peut-être pas l'usage modéré qu'on devrait faire. Je m'explique. Vous savez qu'il y a un texte qui est fondamental dans la justice pénale des mineurs, qui est l'ordonnance de 1945. Contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, c'est pas Charles de Gaulle qui, en débarquant de sa barge sur les plages de Normandie, a signé immédiatement un texte. Ses collaborateurs ont commencé par regarder ce qu'il y avait dans les tiroirs du maréchal Pétain. Donc en fait, c'est un texte pétainiste. On oublie ce petit détail que le texte de l'ordonnance de 1945 a pour base un texte de 1942 de Pétain. Mais en réalité, quand on va plus loin, dès 1912, on avait introduit cette idée, alors c'est important pour vous, par rapport à la réflexion, que vous souhaitiez avoir sur la justice en général. En 1912, on est venu dire on ne peut pas juger des mineurs comme des majeurs. Et après, la question qui nous est posée dans le XXe siècle, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ce qu'on a fait pour les mineurs pour le réinjecter dans le droit des majeurs? Et la question qui est posée dans le XXIe siècle, c'est comment ne faut-il pas réduire le droit pénal des mineurs pour en revenir au droit pénal des majeurs? Je ne sais pas si vous avez compris, vous avez suivi ma sinusoïde. Hein. On innove pour les mineurs, on introduit les innovations, et je vais vous donner les illustrations après, dans le droit des majeurs, et depuis le passage Chirac-Sarkozy, c'est le mouvement inverse qui s'est enclenché, de revenir vers le droit pénal des mineurs. L'exemple très concret, 1912, deux grandes caractéristiques. On va introduire le temps et l'accompagnement de la personne. Ça va se traduire par ce qu'on appelle la mesure de liberté surveillée, et un personnage qui s'appelle l'éducateur de liberté surveillée, à qui on va dire « vous devez accompagner ce jeune pour le transformer ». Alors, 1912, c'est un point absolument essentiel dans l'histoire de la justice pénale en général, de la justice des mineurs en particulier. Ça consiste à dire la justice n'est pas seulement là pour sanctionner le passé et sanctionner l'acte. Elle doit sanctionner l'acte, bien évidemment. Sa légitimité, c'est l'acte. S'il n'y a pas eu d'acte, il y a l'innocence, il n'y a pas à intervenir. On va voir pour la justice des mineurs, on peut intervenir sur d'autres bases. Mais on ne doit pas se contenter de punir pour le passé, on doit prendre en charge la personne pour la transformer. L'idée, c'est de faire en sorte que délinquant hier, il ne soit pas délinquant demain. Et en d'autres termes, on va prévenir la récidive de la délinquance. Alors volontairement, j'utilise les mots prévention, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça pourrait avoir d'autres déclinaisons. Quand vous y regardez bien, le contrôle judiciaire, le sursis avec mise à l'épreuve, qui ont été introduits dans les années 60, 70, 80 pour les majeurs, c'est rien d'autre, qui consiste à dire il faut accompagner la personne qui a commis un délit pour la socialiser, essayer de voir où sont ses difficultés, se préoccuper de ses problèmes psychologiques, de ses problèmes psychiatriques, de ses problèmes familiaux, de ses problèmes sociaux, de ses problèmes de papier, etc. Donc c'est par-delà l'acte, la prise en compte de la personne. Donc grosso modo, pendant tout le XXe siècle, on a souvent pompé dans la justice pénale des mineurs pour alimenter la justice pénale des majeurs. Et on a encore une dernière illustration récente qui est sur votre sujet. C'est la mesure qui a été prise à l'initiative de Mme Taubira, la mesure qu'on appelle la contrainte pénale, et qui consiste à dire quand quelqu'un est tenu pour délinquant par le tribunal correctionnel, plutôt que de l'incarcérer, on va le condamner à faire un certain nombre de choses, suivre une thérapie, faire ceci, faire ça. C'est rien. Qu'est-ce que c'est d'autre que de dire on va s'attaquer à la personne pour essayer de faire en sorte que délinquant qu'elle a été abandonnée, elle ne soit plus délinquant après.
Donc en 1945, on hérite de ça quand même. C'est pas une opération du Saint-Esprit. Sauf que en 1945, on va rationaliser cette démarche. Alors il va y avoir trois choses. D'abord un texte qui pose trois grands principes qui sont devenus constitutionnels bien après, quand le Conseil constitutionnel s'est développé et est devenu, il reste politique, mais il est quand même plus juriste qu'il n'était politique. Et le Conseil constitutionnel vient dire il y a trois grands principes qui doivent guider la justice pénale des mineurs. C'est des juridictions spécialisées, avec un droit pénal spécialisé. On va voir qu'après, il va un petit peu changer de point de vue. Deuxièmement, l'excuse atténuante de responsabilité. C'est-à-dire, on encourt moins quand on est mineur que quand on est majeur. Et puis, en fait, j'aurais dû mettre en deuxième position, la priorité de l'éducation sur la répression. Donc, dans l'ordre, c'est juridiction spécialisée, priorité de l'éducation sur la répression, ce qui ne veut pas dire interdiction de la répression. Priorité, pas interdiction. Et troisièmement, une peine encourue qui est moindre. Ça se traduit en 1945 par trois choses. Petit 1, l'ordonnance de 1945, un texte qui est sur ces principes-là, et qui vit toujours, malgré tout ce qu'on a pu lui faire vivre. Et s'il vit toujours, alors que quasiment tous les candidats, notamment de droite, qui se sont présentés, étaient pour son abrogation, c'est qu'ils n'ont pas trouvé quoi lui substituer. Il faut être réaliste. Quand des politiques n'arrivent pas à faire, c'est que quelque part, leur promesse ne tenait pas la route, et, sauf à dire, il n'y a plus de justice pénale des mineurs. Alors, le seul petit problème, c'est que petit 1, je dis ça parce que Wauquiez vient de le reprendre ces jours-ci. Petit 1, on a des engagements internationaux, c'est con. On a signé la Convention internationale sur l'enfant. Or, une Convention internationale, c'est un traité. Et on ne revient pas sur un traité comme ça en 5 minutes. En plus, je disais tout à l'heure en plaisantant, on est tous contents du discours de Villepin au Conseil de sécurité. On ne peut pas non plus recevoir les baffes des autorités onusiennes qui viennent dire la France viole ostensiblement les droits des enfants. Donc, quelque part, il y a problème. Et puis le Conseil constitutionnel est venu dire, tant mieux pour moi, je n'ai pas compris pourquoi, mais pour une fois je gagne, je ne vais pas m'en plaindre, enfin sur ce terrain-là, est venu dire que la loi de 1906, qui fixait à 18 ans la majorité pénale, était à valeur constitutionnelle. Pourquoi ça a une valeur constitutionnelle? J'en sais foutrement rien, mais ça je ne veux pas m'amuser à essayer de gratter et remettre en cause. Ce qui veut dire que quand Sarkozy dit, quand Wauquiez dit aujourd'hui, disait hier, et Wauquiez dit aujourd'hui, je veux abaisser la majorité de 18 à 16 ans, c'est du pipeau, il ne peut pas. Nos engagements internationaux, plus le Conseil constitutionnel, on ne peut pas. Alors, trois choses sont passées donc en 1945. Un texte, un homme, le juge pour enfants, et une administration, qui à l'époque s'appelle l'administration de la liberté surveillée, et qui aujourd'hui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse. Au passage, je vais très vite, parce que vous avez vu que je suis en improvisation comme d'habitude, sinon ça ne m'intéresse pas, donc il va falloir m'arrêter à un moment donné. Mais je ne voudrais pas louper ce virage-là, parce que je crois, là encore, c'est important pour votre réflexion. Le juge pour enfants, j'en ai été, est considéré comme la figure emblématique de la justice pénale des mineurs. Il l'est toujours, il l'a été et il l'est toujours. À un détail près, c'est que le personnage emblématique de la justice pénale moderne, c'est le procureur de la République. Le procureur de la République, vous savez pas, en matière de justice des mineurs, traite tout seul, sans qu'aucun juge du siège ne mette son nez dans ces procédures, il traite 65% de la délinquance des mineurs. 65%, j'ajoute, de la délinquance connue et révélée, pas de la délinquance réelle, puisqu'il y a un taux d'ignorance. Vous savez que l'efficacité policière est de 6, 7 ou 8%. Affichée, elle est de 25%. Mais les enquêtes d'autoconfession qui ont été faites par Sébastien Rocher à Grenoble démontrent qu'on ne connaît pas plus d'un fait sur 5. Donc le taux d'élucidation, c'est 30% sur 20%. Ça fait du 6-7%. Quoi. Grosso modo, c'est ça qui crée l'insécurité. Dans l'immensité des cas, quelqu'un qui est victime de quelque chose, parfois il ne le sait pas lui-même, mais en tout cas, il n'y aura pas un lien qui sera fait entre ce qu'il a vécu et une personne physique. Donc sur la délinquance révélée et connue par le tribunal, le procureur traite tout seul 65% de la délinquance à travers ce qu'on appelle le classement sans suite sec, c'est-à-dire il ne poursuit pas. Mais, alors là c'est amusant à voir, le taux de classement sans suite sec pour les mineurs est très faible. À partir d'une idéologie qui a été mise en place par la droite, par la gauche, par la droite, ils sont d'accord sur ce point, pas d'acte de délinquance connue posée par un mineur qui ne suscite une réaction. En d'autres termes,
chaque fois qu'un gosse commet un délit, on doit réagir. Pas tort. Résultat concret de la manœuvre, le taux de classement sans suite pour les mineurs est de 6%. Je vous rappelle que le classement sans suite, ça veut dire que le parquet, tant que la prescription n'a pas été acquise, garde le dossier au chaud, et une fois que la prescription a été acquise, éventuellement, bien sûr, il la classe, mais il peut réveiller une affaire. Si il a classé sans suite le 1er janvier et que le 1er mars, le gosse, ou la personne, commet un nouveau délit, il sera poursuivi pour le deuxième, il pourrait être poursuivi pour le premier. Donc le classement sans suite sec a été, pour prendre un exemple que vous devez connaître, ça a été la situation des paysans ou des pêcheurs de l'île de Ré qui ont foutu le feu au Parlement de Rennes. Ça nous a coûté à l'époque 1 milliard de francs, petite fortune. Personne n'a été poursuivi, bien évidemment. De l'île de Ré. Oui, non, c'est moi dans ma truc. Allez-y. Il y a peu de pêcheurs. Oui, je sais, mais dites-moi, je ne sais jamais si c'est les paysans ou les pêcheurs. C'est les pêcheurs, hein. Je crois que c'est les pêcheurs. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un droit qui est reconnu au procureur de la République en termes d'opportunité et de paix sociale, que même si des faits sont établis, il apprécie s'il faut ou pas engager les poursuites. Il ne faut pas revenir. C'est un élément de stabilisation sociale, et heureusement qu'on a cette possibilité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante, c'est que le taux de classement sans suite pour les mineurs est de 6%, sur les faits connus, hein, je rappelle bien sur les faits connus, ça veut dire que quasiment, il y a réponse judiciaire automatique pour toute personne de moins de 18 ans qui commet un délit. Pour les majeurs, le taux de placement sans suite est de 12%. En d'autres termes, plus facilement on poursuivra un jeune qu'on ne poursuivra un adulte aujourd'hui qui commet un délit. Alors, si je termine sur tout ça, c'est pour dire quoi? C'est qu'effectivement, l'ordonnance de 1945 reste toujours présente. Elle propose une alternative, elle préconise aux magistrats, soit juge pour enfants, soit juge d'instruction, et à ceux qui vont être amenés à juger, le juge pour enfants dans son cabinet, le tribunal pour enfants, la cour d'assises des mineurs. On en a terminé avec le tribunal correctionnel pour mineurs. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus, mais si tu as vous poser des questions, j'y reviendrai. On demande à ces juridictions de préférer les mesures éducatives plutôt que les mesures répressives. Il n'empêche que quand on y regarde bien, sur environ 60 000 condamnations qui sont prononcées chaque année par les tribunaux, il y a 4 à 5 000 peines de prison ferme, 15 000 peines de prison avec sursis simple ou mise à l'épreuve, il y a 5 000 peines d'amende, il y a 5 000 travails d'intérêt général, et il y a 12 à 15 000 mesures de réparation qui sont quand même des mesures de contrainte. En d'autres termes, on est autour d'un taux de réponse pénale coercitive autour de 45-55%, quand on est censé, j'allais dire, y recourir exceptionnellement. Et parmi ces mesures répressives, il y a notamment peine de prison ferme et peine de prison avec sursis simple ou sursis mis à l'épreuve. Ce qui explique que les 800 jeunes qui sont en prison à l'heure actuelle. Alors, j'aurais terminé par rapport à ce que je vais vous dire sur un point, c'est que pendant des années, mai 68 éventuellement passant par là, mais le discours avait déjà commencé avant, puis l'histoire continue après, certains étaient sur une opposition très très absolue de éducation et répression. Je pense que c'est une connerie, j'ai toujours pensé que c'était une connerie. Il n'y a pas d'éducation qui ne soit pas contrainte. Car par exemple là, vous êtes en train de boire tout ce que je suis en train de vous dire, dans un silence absolu, alors que vous seriez prêt à discuter, etc. Donc je ne suis pas en train de vous menacer. Vous avez compris qu'il pouvait... L'intérêt général, c'est de se taire et d'écouter, après de critiquer, mais ça c'est autre chose. Donc il n'y a pas d'éducation sans contrainte, je vous fais contrainte avec l'ordre de ne pas y toucher. Et réciproquement, sauf à être du vice, il n'y a pas de contrainte qui n'ait un objectif éducatif. Je ne punis pas pour punir, je punis par rapport à des... Donc opposer éducation et répression, c'est une aberration intellectuelle. Et ça m'amène, au fond, moi, de ma réflexion, c'est qu'effectivement, les mesures de contrainte, en général, de privation de liberté en particulier, ne sont pas une fin en soi. Elles sont justifiées par le projet que l'institution, l'espèce judiciaire, juge pour enfants, éducateurs, parents, peuvent avoir pour faire en sorte qu'un jeune délinquant aujourd'hui ne soit pas un jeune délinquant toujours. Alors, bien évidemment, l'exercice n'est pas facile, parce que là, on est au cœur de l'exercice. Contrairement à ce que dit la droite, et ce que disait Alain Perfit, on n'est pas délinquant parce qu'on a décidé qu'on serait délinquant. Bien entendu qu'il y a une part de volonté. Nier la part de volonté dans la délinquance de l'individu,
serait aberrant en termes culturels, en termes de réflexion philosophique, politique et tout ce qu'on veut, et de psyché. Maintenant, il y a une part aussi, non pas de déterminisme, au sens de situation qui provoque telle ou telle chose. Quand des gamins sont rapidement dans la toute-puissance avec leurs parents, ou leur univers familial, ils vont être dans la toute-puissance avec leur enseignant, dans la toute-puissance avec le premier flic qui les contrôle, voire si en plus il abuse des contrôles, il les contrôle alors qu'il les connaît, et quand parfois il abuse même du bâton qu'il peut avoir pour l'enfoncer là où il ne devrait pas l'enfoncer. Non mais ça c'est des réalités, je plaisante, mais c'est des réalités. Et quand vous dites part de volonté, ça renvoie à part de responsabilité. Oui, tout à fait, bien sûr. Un gamin délinquant n'est pas fou. Et je pousse même le bouchon, même mon fils à moi, à 6-7 ans, quand il piquait les trucs dans le grand magasin, d'abord parce que mon fils est plus intelligent, deuxièmement, il est fils de magistrat, donc c'était de la provoque, il savait très bien ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, il est avocat. Bon. Non, mais derrière, pour être sérieux. Il ne pique plus. Hein? Il ne pique plus. Ah, j'en sais rien. Dans la poche de ses clients. Mais non, mais moi j'ai volé pendant très longtemps aussi. Et j'ai même fait avouer au ministre de la Justice, qui était à ma droite, que lui-même, quand il était jeune, il volait. Il me dit, monsieur Rosenfeld, il a dit ça devant le préfet, le procureur, etc. Et alors je lui dis d'abord, avec un brin d'humour, vous voyez qu'un magistrat de la République peut faire parler n'importe quel homme politique, puisque vous avouez que vous étiez délinquant. Deuxièmement, je constate, alors la salle était pliée. Deuxièmement, je constate que ça vous a réussi. Vous êtes ministre. Et moi, je ne suis que vice-président du tribunal. Et troisièmement, qui vole un vol, c'est votre discours, hein, ce que vous dites sur les tribunes, qui vole un œuf, vole un bœuf. Bon, mais vous n'avez pas volé de bœuf, mais je dis surtout, vous étiez délinquant au sens formel du terme, c'est-à-dire que vous avez volé du chocolat, ou moi piqué tous les jours 1 franc dans la poche de mon père pendant des années et des années, ou d'autres petits trucs, des conneries. Mais on n'était pas délinquant au sens de l'associabilité. On n'était pas asociaux, on n'était pas en rupture de culture commune, ce qui est la caractéristique de nombre de gosses qui aujourd'hui sont délinquants. Ils ne sont pas seulement délinquants du fait de la crise d'adolescence, de l'affirmation de leur psyché et de leur personnalité. Vous êtes tous des cons et moi je suis le truc et je vais vous démontrer, d'abord vous n'arriverez pas à m'arrêter, je vais vous démontrer que je suis meilleur que vous, etc. On a des gamins qui sont psychologiquement perturbés, des gamins qui sont en recherche de limites et qui veulent qu'on les arrête, qu'on leur fasse violence justement pour être. Puisqu'en face d'eux, il n'y a personne. Il faut qu'ils soient. Sauf que jusqu'à la dernière période, ils étaient confrontés à des mafieux qui voulaient les utiliser au prétexte qu'ils seraient moins punis que ceci, que cela, et puis qu'ils seraient peut-être payés moins cher que des adultes, parce qu'il y a une industrie du crime, il ne faut quand même pas oublier ce petit détail, et qu'il y a des milliards derrière qui se jouent. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui leur promettent 70 vierges, déjà avec une, ça ne doit pas être facile, mais 70 vierges au paradis, si jamais... Bon, En fait, si on regarde le texte, c'est une vierge de 70 ans. Oui, ça je ne sais pas. Mais sans entrer dans ces plaisanteries-là, pour pas être graveleux, je pense qu'effectivement, on a des gamins qui ont besoin d'avoir en face d'eux des institutions et des personnes qui fassent autorité. Autorité ne voulant pas dire les frapper, les violenter, mais ça veut dire aussi ne pas faire de concessions rigole. Enfin bon, mon pauvre petit, j'avais par exemple une collègue qui était juge pour enfants et qui ne pouvait pas mettre en prison le moindre gosse. Ben, c'est pas elle qui les mettait, mais c'est nous qui les mettions 3 jours plus tard. Parce qu'elle faisait copain-copain avec eux, mais un juge, ça ne veut pas faire copain-copain avec eux. Il y a l'autorité contrainte et puis l'autorité consentie. Oui, mais les gamins, je vais prendre un exemple. Moi, combien de fois j'ai demandé aux policiers quand ils redescendaient un gamin que j'avais incarcéré, et je lui dis comment il a vécu, ça s'est passé comment dans l'escalier, etc. Il dit, heureusement que vous l'avez incarcéré, hein, parce qu'il savait qu'il devait y aller. Et vous ne l'auriez pas incarcéré, qu'il n'aurait pas du tout compris votre truc. Alors, bien entendu, le gamin il chialait, il pleurait, mais il savait très bien qu'il jouait sa carte, comme moi je veux ma carte. Mais il savait très bien qu'il avait fait une grosse connerie, il savait très bien qu'il fallait réagir, mais il savait aussi, alors ça c'est de la caractéristique, j'en ai vu 6 fois, ça m'est arrivé 6 fois dans ma vie. Mon compteur est resté bloqué, c'est comme les footeux, compteur bloqué parfois, puis il se débloque. Je suis resté longtemps bloqué à 5, mais j'ai eu ma 6e fois, donc c'est maintenant 6. Et 6 fois où des gamins sont sortis de mon bureau, où je les ai incarcérés, je parle de l'époque où le juge pour enfants pouvait incarcérer immédiatement. Hein. Vous savez que maintenant, il faut passer par le JLD. Mais je pouvais incarcérer, et le gamin, après avoir pleuré, je l'incarcère, et en sortant de mon bureau, il ne me tend pas la main, puisqu'on est en train de lui foutre les pinces, et il me dit « Merci, monsieur le juge ». Quelqu'un qui vous dit merci parce que vous l'envoyez en tôle, ça vous interroge. Et j'en ai discuté, mes greffiers de l'époque, avocats, etc. Et l'analyse qu'on a toujours faite, c'est de dire, je vous dis merci parce que vous m'avez consacré 1h30, ça prend 1h30 hein, quand même d'incarcérer quelqu'un, dans le respect des formes, etc. Ça prend 1h30. Et grosso modo, ça veut dire qu'il n'y a personne qui m'a encore consacré 1h30. Et surtout, vous m'avez donné des perspectives, parce que la question, c'est combien de temps j'y vais. Et moi, je lui disais, mon vieux, un certain temps. Mais ça, c'était du Fernand Reynaud, mais vous ne pouvez pas comprendre du Fernand Reynaud, à leur âge et leur culture.
Donc je lui dis, c'est la glorieuse incertitude du sport. Un certain temps. Alors je ne voulais pas dire jusqu'à ce que tu aies un projet, parce que ça veut dire quoi? Avoir un projet quand on va en tôle. Le seul projet qu'on puisse avoir, c'est de sortir. Donc je conteste le concept de projet. Il n'y a pas de projet, monsieur le juge, on ne peut rien faire pour lui. Tu parles, comment un gamin de 14 ans, 15 ans peut avoir un projet? Comment il peut se projeter? Bon, il faut travailler, il faut donner des éléments objectifs qui permettent de croire qu'il va pouvoir faire ceci ou faire cela. Bon, je verrai. Bon, mais il m'avait effectivement posé cette question, combien de temps je vais y rester? Je ne sais pas, on va voir, ça va dépendre de toi, de ton comportement, de tes réactions, de moi, on va voir, des nécessités de l'enquête éventuellement. Bon. Et le gamin qui, en partant, me dit merci. Et je pense que c'est le fait parce qu'entre-temps, bien sûr, on a discuté, donc, qu'est-ce que tu sais faire? Je vais prendre une anecdote. L'autre jour, une chaîne de télévision, je crois que c'est la 5, me téléphone en me disant, est-ce que vous vouliez rencontrer cette jeune fille, qui est une jeune femme maintenant, qui est mère de famille, qui a 36 ans, elle a 3 enfants, est animatrice sociale dans un quartier à Villepinte, etc. Et elle nous dit que vous l'avez connue quand elle était jeune, et que c'est grâce à vous qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Elle me donne son nom. Je ne sais pas, j'en ai géré tellement que j'en sais foutrement rien. Et on me donne des éléments, et puis je vais la rencontrer. Et donc, elle me dit, vous vous souvenez, je dirigeais une bande, enfin j'animais une bande de gamines, de jeunes filles, qui agressaient les gens dans la rue, on piquait les téléphones, etc., etc. Il faut reconnaître qu'elles étaient chiantes. Hein. Elles étaient pires que les mecs, puisque justement, on leur niait le fait d'être des femmes. Donc elles étaient comme les mecs. Elles en rajoutaient, elles étaient d'une violence extrême, et leur violence, elles agressaient pour piquer le téléphone portable. Et il dit, le procureur a demandé mon incarcération, je suis rentré dans votre bureau, vous m'avez gardé 2 heures. Je lui dis, là, tu déconnes, ou vous déconnez, je ne sais plus si je le voyais à ce moment-là. Écoute, j'ai jamais gardé 2 heures quelqu'un dans mon bureau, donc là, tu en rajoutes 1 heure, je veux bien entendre. Et bon, et elle me dit, au bout d'1 heure, vous m'avez parlé de ce que je savais faire, ce que je pouvais faire, de la danse, de ceci, de cela. Et quand je suis sorti de votre bureau, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, quelqu'un qui s'intéresse à moi, qui ne me voit pas seulement comme une délinquante, pas seulement comme une minette qu'on peut draguer, enfin, je ne me souviens plus tout ce qu'elle m'a dit, enfin, grosso modo, quelqu'un qui ne m'a pas vu avec tous les clichés qu'on me voyait d'habitude. Honnêtement, ça m'a laissé aucun souvenir, j'ai fait comme d'habitude, ni mieux, ni moins pour elle, mais elle peu importe, à la limite, rien à cirer, c'est elle m'a vécu comme quelqu'un qui s'occupait d'elle. Désormais, alors elle m'a dit, dès que j'ai sorti de votre bureau, j'ai décidé, vous ne m'avez pas incarcéré, vous m'avez envoyé je ne sais trop où, dès que je suis sorti de votre bureau, j'ai dit, j'arrête avec la délinquance, j'ai pris cette décision, et je dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui? Elle me dit, j'anime, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, un club de prévention à Villepinte. Donc, en d'autres termes, par rapport à la question que vous posiez, oui, la prison peut avoir une place, la privation de liberté dans un centre, dans une prison, peut avoir du sens pour poser des limites pour un jeune. Ce n'est pas une fin en soi, et il faut que ça s'inscrive dans une démarche éducative préalable, et une démarche éducative qui va se poursuivre. Et ça veut dire aussi que pendant le temps de l'incarcération, il y a maintien des liens avec les parents, travail avec les parents, un éducateur qui s'occupe, tout ça qui ne se fait pas aussi systématiquement, mathématiquement que ça. Hein. Ça suppose beaucoup de moyens qu'on n'a pas. Enfin. Tout à l'heure, vous avez parlé... Attends, je vais terminer mon raisonnement. Je suis en train de terminer mon truc. Je fais juste remarquer que quand ce sont des hommes, ils ont le droit de poser des questions. Quand on est une femme, on nous dit tout à l'heure. Non, allez-y. Ça serait bien que la règle soit la même pour tout le monde. Allez-y. Voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de Chambon-sur-Lignon, et je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer ce que vous venez de dire, parce que ce jeune avait commis des faits très très graves, similaires, sauf qu'il n'était pas allé jusqu'à tuer, et on lui aurait rendu service, rendu service à la société aussi, et à une jeune fille en particulier, mais on lui aurait rendu service aussi de ne pas le laisser dériver psychopathe dans la toute-puissance, et de l'arrêter à temps, avec une peine de prison. D'ailleurs, je me souviens du psychiatre Roland Tanceau, qui, quand il avait su quelle avait été la conclusion de l'expert psychiatre très mauvais qu'il avait vu la première fois, il était scotché, comme on dit, il était indigné, parce que ce jeune présentait des caractères très très graves à sa première agression, et que le psychiatre avait dit que c'était pas grave. Donc c'est juste pas grave d'attacher une jeune femme avec du scotch, des adhésifs, des machins, de la violer, etc. Alors qu'en fait, c'était très très grave, puisque c'était l'étape juste avant le meurtre. Sur ce que vous dites, une première remarque de précaution, je suis prêt à partager votre raisonnement. Je ne connais pas autrement que journalistiquement la situation. Donc, déjà que ce n'est pas évident quand j'ai la situation en face de moi, là pour le coup, avec des... Bon. Et pour dire la vérité, je suis pour autant allé au procès en appel,
puisque j'ai été cité par les avocats de la défense, mais non pas sur la situation que je ne connaissais pas, mais sur les principes juridiques. Maintenant, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Maintenant, je suis prêt à entendre, effectivement. La preuve, c'est que je l'ai pratiqué. Ouais, la première permanence que j'ai eue, un gamin qui a foutu un couteau sur la gorge de quelqu'un pour lui piquer son téléphone. Et mon copain, un de mes collègues que je vois le lundi matin, me dit si tu commences à foutre en prison les gamins avec des couteaux, on va. Je dis ça va pas, non? Dis-moi, dans mon cabinet, le moindre gamin qui se présente avec un couteau, il rend en tôle. Et deuxièmement, les gamins qui trafiquent, ils ne rentreront pas chez eux le soir. Parce qu'ils vont laisser les remettre dans les mains des mafieux avec tout ça peut impliquer. Donc j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec vous. Il manque les éléments factuels. Je ne veux pas dire j'aurais fait ça moi, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait ça le jour J à leur âge. Voilà. Donc ça serait trop facile, surtout de réécrire l'histoire, connaissant la fin du film, de venir vouloir le réécrire. Je pense qu'effectivement, ceux qui ont pris la décision de la non-incarcération ont cru que les conditions étaient réunies pour éviter une réitération. Ils se sont trompés. Est-ce que pour autant ils ont fait une erreur, au sens bêtise? Erreur d'évaluation, on en fait tous. On en fait tous tout le temps. Bon, donc d'évidence, les choses qui se sont produites démontrent qu'ils ont mal analysé la situation. Est-ce que pour autant ils n'ont pas été au maximum de leur art, là où ils en étaient avec leurs compétences, etc., etc. Moi, ce que j'ai compris de cette histoire, c'est que ceux qui avaient pris la décision de la non-incarcération l'avaient pris en posant les conditions que la loi voulait qu'ils posent et en s'assurant que ça ne serait pas du pipeau. Il y avait un réel suivi éducatif, il y avait un réel suivi psychiatrique, il y avait une réelle prise en charge dans cet établissement qui n'était pas n'importe quel type d'établissement. Pour autant, les éléments ont démontré, les faits ont démontré que malgré le fait qu'on ait réuni toutes ces conditions, ce n'était pas à la hauteur du problème qui était posé. Maintenant, il faut être d'une prudence dessus. C'est facile de dire après coup qu'ils se sont plantés. Il y a beaucoup de situations qui ont été traitées de cette manière-là et qui n'ont pas échoué comme celle-ci a échoué. Bon, voilà, le problème, c'est c'est une science inexacte, la justice. Sinon, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Alors, ça, moi, je termine, parce que c'est pour que vous puissiez poser des questions. Donc, je crois qu'effectivement, et ça rejoint la question que vous posez, rejoint ce que j'étais en train de dire, je pense qu'effectivement, c'est parfois un service à rendre à des gamins que de recourir à la privation de liberté. Alors je vais maintenant, puisque j'ai critiqué les centres éducatifs fermés, y compris dans un centre éducatif fermé, même si je me bats politiquement pour clarifier ce type de structure. J'ai oublié de dire que je préside une association avec 450 travailleurs sociaux, donc, et qu'on a refusé de créer des centres éducatifs fermés. Ce n'est pas pour rien, parce que c'était ambigu. Je pense que dans certaines situations, le passage de tel gosse dans tel centre éducatif fermé peut être une bonne réponse pour ce gosse-là, à condition que, là encore, ce passage, j'allais dire, soit réfléchi et qu'il ait une suite. C'est pas seulement le passage qui est important, c'est la sortie. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est l'étape suivante. Et c'est là où il faut que, comme adultes, nous soyons plus intelligents que les gamins qui ne voient que le moment présent, les 5 minutes qui viennent. Nous, il faut se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et en sachant qu'il y aura, tout à l'heure c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, qu'il y aura pendant la thérapie, si je puis me permettre cette expression, la thérapie sociale, avec les juges et avec éducateurs, il y aura des rechutes. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on ne s'attaque pas. Et ça, c'est le cœur du questionnement. Et c'est valable pour les mineurs, et à mon avis, c'est valable pour les majeurs. On ne s'attaque pas à un acte, on ne s'attaque pas à des faits, on s'attaque à une séquence de vie qui est plus ou moins longue, plus ou moins dure, plus ou moins inscrite. On peut, effectivement, désinscrire des jeunes de la délinquance juvénile, comme on peut aussi, au passage, se planter. Alors, pour vous rassurer, quand même, un chiffre qui est donné par le rapport Le Cerf, M. Le Cerf étant sénateur UMP, vous avez compris que je ne suis pas UMP, qui est un sénateur UMP du Nord, enfin à l'époque était UMP, donc le rapport Le Cerf en 2011 nous indiquait bien que dans 86,5% des cas, un jeune qui est suivi avant 18 ans par un juge pour enfants et par la protection judiciaire de la jeunesse n'est pas délinquant à sa majorité. En d'autres termes, on n'est pas si mauvais que ça. Maintenant, en d'autres termes aussi, on ne réussit pas à 100%. Sinon, ça serait trop facile. On enverrait tous les gamins à Lourdes, on appose les mains, ce que je dis en plaisantant souvent, hein, même le juge de Lourdes, il appose les mains sur le front, tu ne seras plus délinquant fils, et les gamins, ils repartent à Paris, ils ne sont plus délinquants. Donc la question, c'est parce qu'il y a très peu de gamins qui sont délinquants. Dans le cabinet d'un juge pour enfants, il y en a 4, 5, 10. Le juge suit 300, 400 situations, mais sur 300 ou 400,
il n'y en a que quelques-uns qui sont dans la réitération, en fait, qui sont en permanence en train de commettre des délits. C'est pour ça que je disais au ministre, c'est pas monsieur Mercier, son nom m'a échappé, qui est à ma droite, c'est une connerie de parler de récidive et de réitération pour des gamins délinquants. Un gamin qui est vraiment délinquant, il est dans une séquence de vie où il ne fait que ça tout son temps, il ne réitère pas, il vit. Et vous avez, monsieur le ministre, commis un délit, mais c'est un délit ponctuel et vous n'étiez pas dans une séquence de vie de délinquance. C'est ça la différence. Il n'y a pas besoin d'éducateur pour vous. Comme pour moi, mes parents m'ont dit t'arrêtes tes conneries, on passe à autre chose. Tu veux un peu d'argent de poche, t'as ton argent de poche, arrête de faire tes conneries. Voilà. Alors, la conclusion de la conclusion, c'est de dire qu'effectivement, il y a une réponse facile, laquelle beaucoup de gens tombent, de droite comme de gauche, qui est de penser qu'il suffit de mettre un gamin qui pose des problèmes d'entre quatre murs, de lui mettre de bons éducateurs, de bons enseignants, et, je veux dire, par le miracle, le gamin sortira plus blanc que blanc et moins délinquant qu'il n'est entré. Si c'était ça, ça ne serait pas ça. Bon. Ils avaient des très bonnes comparaisons. Une bonne comparaison à prendre dans ce domaine-ci, c'est la comparaison avec la médecine. On va à l'hôpital exceptionnellement, on va encore plus exceptionnellement en salle d'opération. La prison, le PM, le CF, c'est la salle d'opération. Le vrai traitement, il doit se faire en amont, il doit se faire dans le quartier, il doit se faire en lien avec les parents. Tous les gamins délinquants ont vocation à revivre dans leur quartier. L'utopie, c'est qu'ils puissent revenir dans leur quartier, et à celui qui lui propose de retomber dans le trafic de drogue, il dit non, j'ai plus envie, tu me fais chier, je t'adore, c'est mon pote. Et j'ai pas envie de recommencer parce que j'ai une estime de moi, j'ai des perspectives pour moi, je pense qu'on peut faire autre chose. Alors, dernière remarque, et j'aurais terminé, c'est pour ça que j'ai tout à l'heure utilisé le mot prévention de la récidive. Vous entendrez beaucoup parler sur le sujet de la prévention, sans que, j'allais dire, on identifie ce qu'on met derrière le mot prévention. Et je pense que comme en termes de santé publique, il faut être précis sur ces sujets. Et il y a deux dimensions dans la prévention de la délinquance juvénile. Il y a la prévention de la réitération, la prévention de la récidive. Est-ce que la privation de liberté, en l'espèce, l'incarcération, contribue, et jusqu'où elle contribue, à prévenir la réitération? On sait que pour les adultes, à 65-70%, quelqu'un qui sort de prison va être dans la réitération. Donc la question qui est posée, alors comment éviter que pour les gosses ça soit la même chose? Est-ce qu'on a protégé la société si aujourd'hui on élimine quelqu'un qui a délinqué, on le met en prison, mais sort de prison quelqu'un qui est plus dangereux en sortant qu'il n'y est entré. Donc si la question est celle de la sécurité publique, et je pense qu'un des droits majeurs des gens, c'est la sécurité, vivre en paix, ne pas être agressé en sortant d'ici, ne pas être violé, ne pas être volé, bref, vivre en paix. Bon. Il faut pas il faut s'attaquer au fond des choses, et au fond des choses, c'est effectivement faire en sorte que ceux qui sont inscrits dans une séquence de vie délictueuse, rompre avec cette séquence de vie. Pour l'immensité des cas, c'est possible. Pour une minorité, mais on ne sait pas au début. C'est qu'à la fin qu'on connaît le truc, on n'y arrivera pas. Mais dans le même temps, et c'est là que la grande difficulté, il nous faut mener une politique de prévention primaire, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore délinquants ne le soient jamais. Et la grande difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut gérer les deux sujets en même temps, et avec les moyens publics et les moyens financiers qui sont nécessaires pour les deux, à la fois répondre à ceux qui sont déjà inscrits dans la délinquance et faire en sorte que ceux qui ne le soient pas ne deviennent pas. Et ça suppose, et ça a été bien identifié par le Conseil de sécurité intérieure de 1989-1990, sous la présidence à l'époque, c'était le Premier ministre, c'était Jospin, avec les 4 grandes dimensions sur lesquelles on n'a pas énormément progressé, de mon point de vue. On les a bien identifiées. Ça, c'est un progrès politique. Mais on n'a pas progressé dans la mise en œuvre, et ça, c'est un vrai problème, et je vais en pointer un à toute vitesse, une illustration, qui est la mise en œuvre. Les 4 grands problématiques pour faire en sorte que un jeune ne soit pas délinquant, c'est une politique familiale, c'est offrir aux jeunes qui nous préoccupent des adultes de référence qui fassent autorité au bon sens du terme, autorité parce qu'on en a peur, mais non pas autorité parce qu'on en a peur, mais autorité parce qu'ils nous protègent au bon sens du terme. Or, à l'heure actuelle, je vous ferai observer, regardez le débat sur la GPA, la PMA, c'est plus le débat sur avoir un enfant que le débat sur être parent qui nous domine. Et ça va être le grand débat sur la bioéthique, là, qui va arriver. Je ne vois pas où sont les droits des enfants, d'ailleurs, qui ne demandent pas à naître par GPA ou par PMA, mais on va mettre tout ça sur le concept de droit de l'enfant, y compris la libre opinion qui est parue ces jours-ci dans Le Monde,
la première, parce que la deuxième était meilleure. Donc petit 1, nous n'avons toujours pas identifié aux yeux des enfants quels sont les adultes qui font autorité. Un exemple très très concret, 1,5 million, 2 millions d'enfants, personnes de moins de 18 ans, vivent à l'heure actuelle avec des adultes qui ne sont pas leurs géniteurs. C'est beau-père, belle-mère, notamment. Or, les droits et devoirs de ces personnes à l'égard de ces enfants n'ont pas été identifiés. Qui t'es toi? T'es pas mon père, ferme ta gueule. C'est ce que dit le gamin dans mon cabinet. J'ai vu ça 1000 fois dans mon cabinet. Le beau-père qui est là, qui commence à ouvrir. Monsieur, il sort à quelle heure le soir? Il vous demande l'autorisation pour. Tais-toi, t'es pas mon père, ferme ta gueule. Mais je suis pas ton père, mais enfin, c'est pas ton père, mais tu vis chez lui. Enfin bon. Même moi à l'hôtel, quand je vais à l'hôtel, je n'injurie pas l'hôtelier. Enfin, je respecte l'hôtel. Bon. La gauche, la droite d'abord, la gauche ensuite ont été incapables de gérer ce problème-là. Je pourrais revenir sur ça tout à l'heure si vous le voulez. La droite, c'était au nom de l'homo parentalité. Il faut que vous nous laissiez du temps. Oui, non, mais on n'est pas égalité. Et deuxièmement, la gauche, parce qu'elle a eu peur de démanteler la famille. Donc petit 1, politique familiale, politique sociale, politique d'intégration, mais aussi politique citoyenne. C'est le débat sur les droits des enfants. Et la capacité qu'on reconnaît aux jeunes de prendre un certain nombre d'initiatives. Et dernier élément, je vous jure que je m'arrête avec ça, parce que si je ne le pointe pas, parce que vous êtes des groupes de pression, des gens qui font véhiculer les choses. Et il y a un enjeu majeur à l'heure actuelle. C'est qu'une grande partie de la jeunesse, et je boucle ma boucle par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, une grande partie de la jeunesse de France, pas la majorité bien évidemment, mais trop quand même, ne croient plus dans la République. Ils sont de l'autre côté de la frontière et ils ont le sentiment, c'est ce qu'on dit sur l'ascenseur social, la passerelle, tout ce que vous voulez, qu'ils n'ont aucune perspective de trouver une place dans la société. Ils n'en ont aucune. Et donc, effectivement, les premiers qui leur donnent des perspectives, de l'espoir et tout ce qu'on veut, même des utopies, ils sont prêts à aller. Il n'y a pas 90 000 solutions. Il faut qu'on remette du social à proximité des gens qui sont en souffrance. Le service social scolaire, le service de santé scolaire, la psychiatrie infantile, reprenez encore le monde ces jours-ci, aujourd'hui, la PMI, 4 services de proximité qui sont en grande souffrance et en grande difficulté. Si on ne met pas des acteurs de la République au plus proche des gens qui sont en souffrance, eh bien, ce sont les prédicateurs, ce sont les salafistes, ce sont tous ceux qui vont qui vont être présents. Deuxièmement, qui va sur le terrain au contact des ados et des grands ados qui sont en grande difficulté? Ce sont les éducateurs des clubs et équipes de prévention. On aurait dû, au lendemain des attentats, prendre en conscience qu'effectivement un certain nombre de jeunes, de personnes qui étaient mêlées aux attentats avaient été des jeunes suivis par la PJ, suivis par les services d'enfance. On aurait dû quelque part, plus que jamais, tirer le signal d'alarme. Et au lieu de faire un plan Marshall sur la prévention spécialisée, les départements sont en train, à l'heure actuelle, de se désengager. Le dernier qui va arriver, c'est le Val-de-Marne, qui était le pilote dans la région parisienne. Ils nous ont annoncé qu'en 2019, ils réduisent leur budget. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer massivement des travailleurs sociaux, aller discuter avec des jeunes qui n'ont pas envie de discuter avec eux. C'est déjà pas un exercice facile, qui par ailleurs ne sont pas physiquement en face d'eux, ils vont être sur Internet. Aller nouer ce dialogue avec ces gosses est une difficulté extrême, et au lieu de légitimer des travailleurs sociaux, de les mandater, de leur faire confiance, de leur donner les moyens, on est en train de les tuer et de les faire disparaître. Bon. Donc on est en train de se remonter des machines de guerre contre nous. Voilà. Alors en d'autres termes, le débat sur la prison, il est passionnant en tant que tel. Il est révélateur en plus en tant que tel. On a les prisons qu'on mérite, etc., etc. On va pas prendre le discours. Mais dans le même temps, j'allais dire, c'est un élément d'une politique globale. Et c'est pas parce qu'on aura de meilleures prisons demain, alors avec les inquiétudes que vous avez, c'est vrai que si on a plus de prisons, on mettra plus de gens en prison. Est-ce que pour autant on sera plus protégé? Bon, ça, c'est des débats qui sont passionnants. Mais à mon avis, il faut investir en amont, à l'école, dans les quartiers, et ça, pour l'instant, on ne le fait pas. Merci. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cet exposé à la fois sur les principes et puis qui donne un véritable éclairage sur ce qui se passe au jour le jour dans notre pays. Tout à l'heure, l'intérêt général voulait que vous écoutiez. Maintenant, l'intérêt général va vouloir que vous parliez. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, à parler de vos expériences. Et je vous propose de ne pas répondre à la première question, mais d'en laisser partir plusieurs. Qui veut intervenir, poser des questions? Moi, j'ai une petite question. Oui, Julien. Merci pour cet exposé, c'est très intéressant. Quelle est votre analyse sur la PJJ, les besoins de réparation qu'il y a à l'heure actuelle?
C'est vrai que dès que Ah, vous ok. jugez, Ah, ouais. vous n'avez pas trop parlé. On va laisser venir. Je vous y répondre, mais comme j'ai dit, je répondrai Quelques autres à l'autre. questions. Je donc. vais y répondre, ok. Claude de Studélic. Monsieur, quelle est l'efficacité en termes de réussite scolaire, de diplôme, de progression, de sortie de mauvaise situation? Quelle est l'efficacité en termes en pourcentage, par exemple? Combien de gamins L'efficacité de quoi? qu'on va incarcérer et qui auront bénéficié d'un éducateur ou d'un enseignant spécialisé vont progresser? Je ne sais pas, ça peut se traduire en termes de bac il n'y a plus de certificat d'études, mais enfin d'avoir un CAP ou des choses comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça réussit? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose en prison? Ouais. Ok. Là-bas. Frédéric. Est-ce qu'il y a des pays modèles, par exemple en Europe du Nord ou autre, et pour quelles raisons? Ok. Bon, j'essaie de répondre à vos premières questions. Je sais pas, je pas la fin. Je ne sais pas s'il y a des modèles. Là, je touche mes limites de la compétence et de la culture. J'ai pas eu le temps, ayant le nez collé à la vitre, d'aller travailler sur toutes ces questions. Ceci dit, moi j'ai un comportement de principe qui consiste à dire on n'a pas besoin d'aller voir ce que les autres font pour être intelligent. Alors, il ne s'agit pas de dire on est les meilleurs, mais j'ai trop vu des gens qui partaient au Québec au mois de juillet et qui revenaient au mois de septembre avec une idée géniale qu'ils voulaient plaquer en France, etc. quoi. Et puis ces trucs se cassaient la gueule. On a une histoire, on a une culture, on n'est pas incompétent quand on réussit dans quasiment 4 cas sur 5 à extirper des gamins de la délinquance. On n'est pas si mauvais que ça. Bon. Donc on n'a pas à aller chercher un pays modèle ou un pays de référence, etc. Bon, sachant par ailleurs que dans les grands pays occidentaux, on a une culture qui est relativement proche de facto. Bon. Alors on peut glaner telle ou telle chose. Par exemple, les éléments de justice restaurative qui consistent effectivement à moins être dans la punition que dans le faire, FAIRE. Bon. Faire faire quelque chose à quelqu'un pour, j'allais dire, à la fois, ça rejoint un peu la question que vous avez posée sur la réparation, pour réparer ce qu'il a fait, mais j'allais dire, pour s'investir au quotidien sur quelque chose plutôt que de supporter le discours plus ou moins judéo-chrétien, plus ou moins culpabilisateur du travailleur social classique. Bon, ces idées de l'action sociale et de la justice restaurative, développées au Québec, développées en Écosse ou ailleurs. Bon. Mais pour autant, il n'y a pas un système qui est meilleur que le nôtre. Si vous pensez que, par exemple, je n'ai pas dit un seul instant que c'était ce que vous visiez, mais que la justice américaine est meilleure que nous, non. La justice anglaise, quand on voit ce qu'elle a fait en général, et sur la protection de l'enfance en particulier, on n'a pas la moindre leçon à tirer. J'allais dire prendre l'Allemagne comme modèle, pour qui je suis, ça ne sera pas ma référence, etc., etc. Voilà, votre terme. Merde, on n'est pas mauvais. C'est un des rares sujets sur lesquels on n'est pas totalement nul, pas de complexe à avoir. Ce qui ne veut pas dire, j'ai essayé de vous montrer, enfin, avec un brin d'humour peut-être, mais que je ne suis pas dans l'autosatisfaction et dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis critique, au sens noble du terme, y compris par rapport à ce que nous faisons. Mais globalement, on n'a pas honte à avoir de nos interventions, de nos dispositifs, etc. Maintenant, c'est vrai qu'avec notre niveau de culture et de réflexion, on mettrait la barre, si on pouvait, on mettrait la barre un petit peu plus haut, avec un peu plus de moyens, un peu plus d'intelligence, etc., etc. Pour répondre à la question que vous posiez sur la réparation, vous avez bien fait de dire aujourd'hui, parce que dans le passé, la PJJ, animée par ses éducateurs qui étaient conservateurs, non pas parce que c'était des gens rétrogrades et réactionnaires, mais ils étaient conservateurs par rapport à une dynamique dans laquelle on voulait nous embarquer, de réaction répressive à l'égard des mineurs. Et les gens de la PJJ ont essayé de maintenir allumée la flamme de 1912 rectifiée 1945. Et grosso modo, leur stratégie était de dire il est urgent de ne pas se presser. Plus on va vite, plus on punit. Donc prenons le temps de comprendre, prenons le temps d'analyser, prenons le temps de mettre en œuvre une mesure éducative
Et puis on verra si la mesure éducative paye ou ne paye pas, et là, s'il faut entrer dans le registre de la répression. Donc, je ne leur fais pas un procès au sens je partage des valeurs sur lesquelles ils sont. Mais je pense qu'en stratégie, ils se sont plantés. Ils n'ont pas entendu que l'opinion publique, ils n'ont pas entendu que la classe politique, et entre les deux, la classe médiatique, attendait de la police et de la justice une plus grande réactivité, ce qui ne voulait pas dire plus de sanctions. Mais il faut quand même répondre à la question qui nous a été posée mille et une fois. Les gamins rentrent plus vite du tribunal avec leurs copains que nous avec notre voiture de police. Ils commettent 10 délits et quasiment on leur donne la Légion d'honneur. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. En d'autres termes, la justice n'avait pas une visibilité, une explication, une proximité, une réactivité. Enfin, je ne vais pas vous reprendre parce que ça, je l'ai fait dans le petit bouquin, vous le retrouverez, mais les critiques qui étaient faites à la justice, elle est sur son piédestal, elle est coupée de l'opinion, elle est incompréhensible, elle est laxiste, etc., etc. Bon, étaient des vraies critiques qui étaient faites à l'égard de la justice, et il a fallu réagir. Alors les premiers qui ont réagi, ce sont les procureurs sous la pression des maires. Les deuxièmes qui ont dû réagir, c'est les juges sous la pression du procureur. Chacun a été remué. J'ajoute un détail, mais l'histoire est importante. C'était aussi la période 80-90 où le discours dominant était de dire il faut vous occuper des enfants en danger et subsidiairement des enfants délinquants. Et en 90, ça commençait à basculer. Il faut vous occuper des enfants délinquants plus que des enfants en danger. Il y a l'enfance dangereuse qui est plus préoccupante que l'enfance en danger. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut vous occuper des deux. Et le résultat concret, c'est que les travailleurs sociaux, notamment ceux de la PJJ, qui étaient dans on maintient l'esprit de 1945, n'ont pas compris qu'il fallait savoir faire évoluer la forme pour maintenir le fond. Et on rejoint la mesure de réparation. Pendant des années, les gens de la PJJ nous ont dit la mesure de réparation, c'est une mesure de répression. Comme le sursis à vite mis à l'épreuve. Mais non, c'est pas vrai. Bien sûr, c'est une mesure de contrainte. Le juge oblige le gamin à faire ceci. Mais d'abord, le gamin donne son accord, sinon on passe à autre chose. Et deuxièmement, se faire, il y a une dimension éducative dedans. C'est pas seulement, c'est présenter des excuses, mais c'est parfois bien autre chose que présenter des excuses. Et heureusement que le dispositif est ainsi fait, qu'on a un secteur associatif sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est le fait que les institutions associative est accepté d'assurer la mise en œuvre des mesures de réparation qui participaient de la réponse que je faisais à monsieur tout à l'heure, d'une autre type de justice, c'est-à-dire une réponse de restauration de la personne, eh bien, le fait que le secteur associatif accepte d'assurer les mesures ordonnées par les juges pour enfants, ça a piqué au vif la PJJ qui a fini par s'y mettre. Mais ça a été un combat de 20 ans, et qui a fini par comprendre qu'une mesure éducative pouvait être prononcée dans un cadre pénal, et pas seulement dans un cadre civil. Bon. Donc aujourd'hui, la PJJ, j'allais dire, essaye de rattraper plus ou moins le retard qu'elle a pris. Bon, sauf que, à mon avis, elle est confrontée à un problème qui est un problème majeur, c'est la capacité d'une administration sociale avec les règles de la fonction publique de garantir des réponses sociales qui nécessairement doivent s'inscrire dans la durée. Alors, je décortique mon truc. Les fonctionnaires de la PJJ sont d'abord fonctionnaires avant d'être acteurs. Et les règles de la fonction publique fait qu'on est nommé là où on veut, quand on le veut, etc. Or, les gamins en face d'eux, ils ont besoin d'avoir des éducateurs qui s'occupent d'eux pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est le même débat dans l'éducation nationale. Donc, je dis simplement que les règles, ce n'est pas les hommes qui sont en cause, pas un seul instant, les hommes ou les femmes. Ce n'est pas du tout les personnes qui sont en cause. C'est les mêmes écoles de formation, non. Mais les règles de gestion ne sont pas les mêmes. Vous le savez, à Espoir ou ailleurs, dans les associations juridiques, les directeurs sont pérennes, les équipes sont pérennes, on peut s'inscrire dans la durée. À la PJJ, 2 fois par an, c'est le grand chamboulement. Il y a des gamins qui ne connaissent même pas le nom de leur éducateur. Il a à peine été mandaté pour mettre en œuvre la mesure que déjà, il a été nommé ailleurs. Et il y a beaucoup de mesures confiées à la PJJ qui ne sont pas exercées, benoîtement pas exercées. Donc il y a un vrai problème. La question politique qui est posée, c'est est-ce que l'État, à travers son administration de protection de la jeunesse, est capable d'assurer, dans la durée, la prise en charge de mesures éducatives. Alors, la troisième question, c'était monsieur sur l'efficacité. Je crois avoir répondu
les deux termes. D'abord, il n'y a pas d'étude générale. On fonctionne à la première page de François, on fonctionne au scandale, on ne fonctionne pas à partir d'études scientifiques, rationalisées, permettant d'évaluer l'impact des politiques qu'on peut mener. Et quand il y a des évaluations qui sont faites, elles ne sont pas faites d'une manière objective et contradictoire qui permettent de dire c'est bien. Par exemple, le ministère, je ne sais plus à quelle époque, il y a 2 ans ou 3 ans, a essayé d'évaluer les mesures prises, les interventions des centres éducatifs fermés, et il a auto-justifié sa politique en disant que dans 70% des cas, les jeunes n'étaient pas délinquants dans l'année qui suivait. Mais on a été quelques-uns à dire, scientifiquement, ça ne tient pas la route. Enfin, les méthodes de calcul, ce que vous avez fait, ça ne tient pas la route. Bon, on n'a pas des organismes de recherche indépendants qui évaluent les choses. À l'autre bout de la chaîne, je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait tous que 60-70% des gens qui sortent de prison ne voient pas leurs conditions de vie, j'allais dire, évoluer positivement en sortant de prison. Voilà. Mais je ne peux pas répondre plus avant. Il n'y a pas d'études scientifiques coordonnées, fiables, à notre disposition. Je dis simplement, pour terminer sur ce point-là, moi je crois à l'importance du continuum d'une prise en charge de ces jeunes. C'est sur 3, 4 ou 5 ans, avec les vicissitudes, que ce soit le juge pour enfants dans son cabinet, c'est-à-dire le médecin privé, que ce soit le passage par la prison, c'est-à-dire la salle d'opération de l'hôpital, etc., ou le traitement ambulatoire de l'éducateur qui le suit par la journée. Bon, je fais volontairement la comparaison par rapport au médical. Ces jeunes qui n'ont pas d'adultes en face d'eux, si pendant 3 ou 4 ans, ils trouvent des adultes qui assument leurs conneries, et qui leur disent « Ah, t'as déconné, fais pas ça, tu peux le faire, mais non », et qui soient présents, et qui, même quand ils se cassent la gueule, sont là pour venir les rechercher, qui vont les voir en prison, qui n'abandonnent jamais, etc. Je vais prendre un exemple très très concret. Le gamin qui dit à l'éducateur qui vient de rechercher pour la 5e, 6e fois, 7e fois, parce qu'il a fugué dans l'établissement, il dit « Pourquoi tu viens encore me rechercher ?» Et l'autre lui dit « D'abord parce que moi, quand on me donne un ordre, j'obéis. Le juge m'a dit de m'occuper de toi, c'est un ordre. Comme toi, le juge t'a dit de rester là. Donc moi, j'obéis à l'ordre. Je viens te chercher. Toi, il t'a donné l'ordre de rester là. Et deuxièmement, parce que quelque part, tu m'intéresses. Non pas je t'aime, parce que s'il dit je t'aime, il va passer en correctionnel pour pédophilie. Mais il dit, tu m'intéresses. Il y a enfin quelqu'un qui s'occupe de moi. Quand j'ai sorti cette anecdote à un colloque, je revois en face de moi, il y a un éducateur qui s'avère être un de mes copains, mais enfin peu importe, il me dit, moi ça m'est arrivé au bout de la 11e fois. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui on va être capable de trouver les hommes et les femmes? Et aujourd'hui, c'est surtout beaucoup de femmes. Parce que les mecs, ils se désinvestissent de ce type de fonctions qui ne sont pas suffisamment valorisantes, rémunérées, j'en passe bien. Est-ce qu'on va trouver suffisamment d'hommes et de femmes qui vont, comme les éducateurs des années 45, qui vont s'engager sur la durée pour, non pas remplacer les parents, mais pour étayer des jeunes qui sont en grande difficulté? Et si on fait ça, on n'aura pas besoin de murs. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours ça. Et en sachant que, même si vous faites ça, c'est le médecin qui dit « Bon, je te soigne pour ton cœur, mais tu as encore fait un truc, je vais continuer à te soigner pour ton cœur. » Toute référence à des affaires ayant pu exister serait purement fortuite. J'ai beau avoir mon traitement pour mon cœur, je vais de temps en temps voir tel ou tel médecin. Il m'arrive aussi des rechutes, je déconne. Jean-Loup. Oui, il y a eu dernièrement une enquête assez intéressante sur l'organisation du trafic de drogue dans les cités. Et en vous écoutant, on peut réinterpréter cette enquête comme la description d'une méta-société dans laquelle les délinquants de la société normale ne sont pas délinquants, ils sont intégrés dans cette société, ils en respectent les règles, et c'est une société qui est pratiquement la seule à leur donner du travail. Ah, tout à fait. Midi 24 heures, payer 1500 € sur les 15 jours. Et j'ajoute, je vous redonne la parole tout de suite, pour démontrer qu'on n'interrompt pas seulement les femmes, on peut aussi interrompre les mecs. Avec une convention collective, il y a 2 conventions collectives. L'une qui donne un palier pour le déjeuner, pour le repas du soir à 12 € et l'autre à 15. Donc les types, ils travaillent 12 heures par jour. C'est un vrai boulot, il y a un sacré risque, parce que c'est 10 ans de tôle le risque. Sans compter les balles perdues, et j'en passe et des meilleurs. Pour 1500 €, par 15 jours, ça fait du 3000 € au mois. À mon avis, ils n'ont jamais l'occasion de toucher les 3000. Ils travaillent 12 heures par jour,
et il y a une convention collective, et il y a effectivement du statut social. Je ne dis pas qu'il y a un syndicat pour les représenter, mais ils ont du statut. Et ça stabilise en plus ce quartier. C'est mieux qu'Uber. Oui. Ah, c'est sûrement mieux qu'Uber. C'est plus dangereux qu'Uber. Hein. Donc la question est justement, enfin, il s'agit là du trafic de cannabis, oui, surtout. Mais alors, et qui rapporte des milliards. Quelle est l'issue? Est-ce que, autrement dit, la question de la dépénalisation, c'est la question que... Je ne peux pas vous la traiter comme ça, donc je pense que je suis incompétent. J'ai ma zone de compétence, et d'autres sur lesquelles je ne sais pas. Moi, je pars d'un raisonnement, mais qui est basique, mais comme d'habitude, parce que je suis quelqu'un de bon sens, pas paysan, mais de bon sens. Les trafiquants existent parce qu'il y a des gens qui ont besoin de consommer. Et la question, c'est de maîtriser les produits qui peuvent être dangereux. L'alcool, boire un verre, c'est bien. En boire trop, c'est mal. Moi, au bout de 2 verres de vin, j'ai ma dose. La vitesse, c'est bien, c'est intéressant, mais trop de vitesse, c'est dangereux. Les femmes, c'est bien, ou les hommes, c'est bien, à condition de ne pas en abuser. Yvette Horner avec 8, ça fait beaucoup quand même. Bon, alors j'en passe à des meilleurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui trafiquent sur la drogue, et ils savent très bien le faire, puisqu'ils ont appâté. Ils ont créé le besoin. Ils distribuent la drogue, et puis ensuite, quand les gens sont appâtés, ils sont obligés de... Donc, je crois que le vrai problème, c'est... Moi, vous pouvez me mettre 1 kilo là, de hache, mettez une bouteille de Beaujeu, je vais prendre 2 verres. Mais du hache, je ne veux pas. Donc, c'est le problème. Pourquoi je vais désirer ça plutôt que ça? Donc, pour s'attaquer vraiment au trafic de la drogue, mais après, il y a autre chose, hein. Parce que malheureusement, l'histoire de l'humanité est ainsi faite que quand des gens sont des mafieux qui trafiquent, ils trouvent toujours des sujets. Regardez la traite en Libye. Aujourd'hui, qui aurait... on pourrait l'imaginer, mais qui aurait réellement pensé qu'on était à ce niveau-là de traite humaine en Libye aujourd'hui. Donc ça date de Mathusalem et ça date encore. Ces gamines qui arrivent, là, que je vois arriver dans mon cabinet, enfin, que je voyais les petites Nigérianes avec leur attaché caisse et qui prétendaient faire des études et qui étaient toutes plus belles les unes que les autres, elles ne venaient pas pour faire des études. Elles faisaient pour se prostituer, elles étaient victimes de la traite. Bon, donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est sur la grande délinquance, la délinquance mafieuse. Donc il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Là, sur la drogue, je pense que la seule démarche, c'est de faire en sorte qu'un maximum de nos concitoyens, il paraît qu'il y en a 4 millions qui consomment du cannabis, n'aient pas besoin, n'aient pas envie de consommer du cannabis. Est-ce que c'est dangereux de consommer une cigarette de cannabis? Est-ce que c'est plus ou moins dangereux qu'un paquet de Golduche ou de Gauloise? J'en suis pas convaincu. Bon, c'est tout le débat sur les toxicomanies. Les toxicomanies, ce n'est pas seulement la drogue. Il y a d'autres formes de toxicomanie. Et nous sommes un pays frileux. Alors là, pour le coup, monsieur a raison. À l'étranger, peut-être, d'autres le sont moins. Regardez les débats sur les salles de shoot, etc., qui laissent à penser qu'on est d'accord avec des gens, le fait que les gens se piquent. Non, on n'est pas d'accord. Mais il vaut mieux qu'ils se piquent dans de bonnes conditions et qu'au passage, il y a un lien social qui se crée pour, quelque part, leur offrir une alternative, une estime d'eux, enfin, d'autres perspectives. Voilà. Donc, est-ce que c'est la vision purement policière qui peut combattre le trafic de drogue? À l'expérience, on sait que non. Et la question qui est posée, mais après je touche mes limites, hein. Certains le disent, voire même le calcul, le coût qui est investi contre les milieux mafieux, on pourrait l'investir dans des politiques sociales, dans des politiques de santé publique. Ça. Intellectuellement, je suis prêt à suivre, si vous le voulez. L'une des difficultés qu'on a, et c'est inextricable, c'est pour ça que je ne fais pas de la politique au quotidien, si vous le voulez, c'est qu'on sait aujourd'hui encore plus qu'hier, mais on le savait déjà hier, on avait la démonstration, que si jamais la politique de dépénalisation qu'on a esquissée se mettait en place dans un pays, si elle n'est pas pratiquée dans les autres pays, elle ne peut pas fonctionner. Donc on est sur des réponses maintenant à un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes massifs. Regardez, je ne vais pas aller sur ce sujet-là, mais sur GPA et PMA, je suis personnellement contre. Hein, parce que derrière, c'est l'utilisation de la médecine pour fabriquer de l'homme, quand la médecine était pour soigner. Et je me dis, dans 20 ans ou dans 30 ans, si aujourd'hui on s'engage dans la voie des sorciers de la vie, qui fabriquent de l'humanité, Hitler avait quelques idées sur la manière de faire des enfants ariens, je me dis, dans quelques années, certains auront quelques idées sur la manière de fabriquer des hommes. Donc, je ne suis pas pour quand j'analyse le débat sur la GPA-PMA, je ne le fais pas seulement par rapport aux droits des enfants, au statut de la femme, etc. Je pense qu'on est en train de manipuler un certain nombre de choses et qu'on ne pourra pas maîtriser. Mais je disais à Mme Taubira, un jour on en discutait, le combat est perdu. Parce qu'effectivement, si via Internet ou via un avion, on peut les faire pratiquer aux États-Unis la GPA qui est interdite en France, vous
Il y a des Français qui vont pratiquer le truc, qui reviennent en plus en France et qui gueulent contre la France en plus. Ils auraient trafiqué sur du fric, on les foutrait en prison. Là, ils ont trafiqué sur des enfants, on ne les met pas en prison. Et ils disent, les enfants sont victimes de votre politique. Non, c'est toi qui as fabriqué le gosse. C'est pas nous qui l'avons fabriqué. Tu l'as fabriqué en violation de la loi. On est déjà suffisamment sympathique en disant, puisque l'un des deux hommes est français, le gamin a le droit. Alors, il a droit à une identité aux États-Unis. Contrairement à ce qu'on dit, il a une identité aux États-Unis. Deuxièmement, il a un passeport français. Mais tu viens nous demander à nous, vous êtes 200, 300 à vouloir pratiquer ça, de modifier nos lois sur la filiation. Ben, nous, on se pose des questions sur les lois sur la filiation. On estime qu'effectivement, un même enfant ne peut pas avoir 2 pères, 3 pères, 2 mères, 3 mères, etc. Donc, la difficulté de l'exercice sur la GPA-PMA, c'est qu'on l'a déjà eu bien sûr sur l'IVG, c'est qu'on ne le pratique pas à huis clos, dans un lieu clos, on le pratique dans la dimension mondiale. Et les bases sur lesquelles nous posons le débat ne sont pas du tout celles qui sont posées ailleurs. Et on sait que par ailleurs, il y a derrière un problème de fric énorme, un problème financier. Il n'y a pas que les mafieux qui trafiquent. Les bons médecins, les bons chirurgiens, les bons ceci, les bons cela, qui se font un flouze fantastique sur la douleur des gens de ne pas être parents. Il ne faut pas être angélique. On est sur des problèmes à dimension économique qui nous dépassent largement. Voilà. Pour ça, la modestie que j'ai pour répondre à votre question, je pense c'est un problème déjà très compliqué. Il faudrait que le peuple français suive. Or, le peuple français est relativement rétrograde, réactionnaire. Les gens ont peur. Parce que jamais on a eu des débats posés sur ces questions. On pourrait avoir des débats posés. Regardez, je mélange tout, mais pour moi, tout ça est cohérent. Regardez le débat il y a 2 ou 3 ans, sur l'accueil des migrants. La France devait être à feu et à sang parce qu'on demandait à telle ou telle municipalité d'accueillir 50. Ça s'est relativement bien passé, l'immensité des trucs. Il n'y a pas eu le moindre incident. Voire même, les gens étaient tellement mécontents que, grâce à l'arrivée des gens qui venaient d'ailleurs, la boulangerie, la pharmacie, etc. sont maintenus. Parce qu'on a eu un débat relativement apaisé, quoi. Est-ce que sur des sujets comme celui-ci, on pourrait enfin avoir un débat apaisé? Jean-Michel. Merci pour cette première réponse. Je ne voudrais pas que la mienne nécessite une réponse trop longue, mais de façon plus personnelle peut-être. Non, la réponse à la question éventuelle. Sur l'ensemble de votre carrière, y a-t-il eu des événements qui vous aient conduit à modifier votre approche, justement, entre la partie un peu répressive et la partie éducative? Et s'il y en a eu, est-ce qu'ils sont venus aussi des lois et du politique? C'est difficile de vous répondre. À la limite, je vous répondrai en plein ou en creux dans le bouquin que je viens de terminer avec une journaliste de Libération qui paraîtra bientôt et qui s'appelle « La justice en miroir », où j'essaie de montrer qu'à travers le cabinet du juge pour enfants, j'ai commencé à répondre à votre question. On commençait à émerge toute une série de problématiques sur lesquelles la justice en général et le juge en particulier vont devoir se prononcer. Moi j'ai connu les problèmes de l'IVG pour les jeunes, les problèmes des jeunes filles, les mineurs étrangers isolés, le recours à l'incarcération, j'en passe et des meilleurs. Alors à la question que vous posiez à la fin, est-ce qu'il y a des lois qui vous ont fait modifier les choses ou est-ce qu'il y a des politiques, je serais très très modeste, en fait très immodeste en disant c'est plutôt moi qui ai contribué à les faire bouger, quoi. Enfin, quand je dis moi, nous, on n'est que les uns les autres que modestement l'expression de mouvements d'idées, etc., etc. Donc je pense que nous avons contribué, aussi bien pour la justice pénale que pour la justice civile, à la faire évoluer sur des bases qui prennent plus en compte les droits des personnes que c'était le cas jusqu'à présent. De là à dire que nous ayons atteint les utopies qu'on pouvait avoir, non, je pense qu'il y a encore une marge de progression très importante. Je fais un exemple très concret. Je me suis battu pour... et j'ai gagné. J'ai gagné en 3 lois. Enfin, j'ai gagné. Quelques-uns, on l'a gagné tout seul. Vous avez compris que je plaisante quand je dis que je suis modeste. Oui, modeste. Donc, on s'est battu pendant 30 ans, 3 lois, que je ne dise pas de conneries, 87, 93, 2002, pour obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le couple soit marié ou pas marié. Je suis cohérent avec mon discours. Bon. On partait du droit de garde. Je vous fais observer au passage que dans le débat sur le dégagisme que l'on vit actuellement, on dégage pas seulement les hommes, on dégage les idées, et que la première proposition de loi qui a été déposée par des députés LREM est la loi sur la garde alternée. On a été quelques-uns à immédiatement leur téléphoner en disant « Camarades, la garde, ça n'existe plus depuis 20 ans.
On garde un objet, on accueille un enfant. Ils ont immédiatement rectifié le tir. Donc, pour vous dire que c'est pas évident, hein, on vient de très loin. Il y a 30 ans, hein, on gardait un gosse comme on garde un meuble, et on avait un droit d'hébergement. Et on a fait en sorte que le marié, pas marié, les deux parents, dès lors que la filiation est établie, qu'ils vivent ensemble ou pas ensemble, qu'ils soient mariés, pas mariés, à la limite qu'ils soient du même sexe, ils exercent tous les deux, conjointement, l'autorité parentale par principe. Et ce n'est qu'exceptionnellement que, en d'autres termes, les gosses ont le droit d'avoir en face d'eux deux adultes de référence, leur père et leur mère, et derrière, la filiation paternelle et maternelle, etc. Bon, sur l'échelle, on a mis en place la deuxième marche. Et moi, j'ai encore perdu, j'ai toujours perdu, pardon, quand je dis, on a peut-être oublié de mettre la première. La première, c'est de garantir à tout enfant le droit d'avoir un père et une mère. C'est d'avoir une double filiation établie. Or là, au nom du droit des femmes, d'avoir des enfants avec qui elles veulent, où elles veulent et quand elles veulent, donc on a consacré l'accouchement sous X, qui est la négation de la filiation de l'enfant, au nom du droit des femmes. Et quant aux pères, ils sont trop contents, quand ils sont mis au courant, de se barrer en courant. Donc, résultat concret, aujourd'hui, on est plus souvent orphelin de père et de mère, non pas du fait d'un accident, non pas du fait de la guerre, mais du fait de pratiques volontaires de gens qui procréent un enfant et qui n'assument pas leurs responsabilités à l'égard de l'enfant. Donc, pour répondre à votre question, j'ai dit que j'étais militant, donc j'ai eu la chance de tomber dans le bain du syndicat de la magistrature très tôt, qui m'a formé et qui m'a apporté plein de trucs, et auquel j'ai apporté aussi un certain nombre de choses à une certaine époque. Bon, en tout cas, l'engagement syndical m'a donné des perspectives en termes de droits de l'homme et de liberté, et qu'on incarne mieux dans la justice des mineurs que dans la justice des majeurs, pour une simple raison, c'est que juge pour enfants est juge unique, plus facile tout seul qu'à plusieurs, et deuxièmement, parce qu'il y a un levier enfant qui est plus important que le... Si vous parlez des migrants en général, ça n'intéresse personne. Si vous parlez du gosse qu'on a retrouvé sur la plage et qui était mort, vous intéressez quelques personnes. Donc pour moi, j'ai toujours trouvé que la justice des mineurs, enfin j'ai compris très vite que la justice des mineurs, je suis tombé par hasard, hein, je ne suis pas né pour être juge pour enfants, je ne pouvais pas être procureur, je respecte, je ne peux pas supporter qu'on me donne des instructions, et donc d'en donner. Je ne pouvais pas rester assis, j'ai une scoliose. Je ne pouvais pas aller voir les cadavres, mon frère était chirurgien, ça suffisait. Moi, un goutte de sang, je tombe dans les pommes. Il ne restait plus que les enfants. Alors je m'étais dit quand même, il y a un problème, tu n'as pas de gosse. Comment tu peux être juge pour enfants? Bon, on peut régler le problème. Pas besoin d'être garagiste pour juger les problèmes de garagistes, etc. Voilà. Et j'ai très vite compris avec le syndicat qu'effectivement la justice des enfants était un lieu de révélation de problématiques sociales sur lesquelles on pouvait agir et contribuer. Alors, la réponse première que vous posiez, est-ce que j'ai changé de pratique? J'ai tendance à penser comme tout un chacun, je pense qu'on vous poserait la question, non, je suis cohérent, je suis le même. Et je suis convaincu que vous êtes les mêmes que vous étiez à 20 ans, et moi je suis le même que celui que j'étais à 20 ans. Avec les mêmes conneries, les mêmes utopies, les mêmes trucs. Simplement, plus d'expérience, plus de ceci pour emballer le truc. Alors il y a peut-être des choses, des éléments, des affaires qui ont pu infléchir implicitement ou explicitement, mais là, j'ai pas souvenir. Une dernière question. Sur le sens et l'efficacité du rappel à la loi. Oui. Ça existe. Oui, mais quelle est votre question? Eh bien, quand on rappelle à la loi, est-ce que ça a du sens pour les mineurs et est-ce que c'est efficace? Alors, je vais vous répondre d'une manière psychanalytique. Comment peut-on rappeler quelque chose qu'on n'a jamais appelé? Moi, c'est mon problème. Nul n'est censé ignorer la loi, mais qui la connaît? Je ne l'ai pas amené aujourd'hui parce que j'ai fait une boîte de jeux que je vous invite à acheter pour vos enfants, petits-enfants, à condition de jouer avec eux, qui s'appelle Place de la loi, et on a mis en titre Nul n'est censé ignorer la loi, mais qui la connaît? Quelle est la matière qui n'est jamais enseignée? C'est la loi. La norme, elle est enseignée comment? Elle est enseignée par la pratique, par le comportement. Mais la norme, et la loi fait partie de la norme, hein, il y a plusieurs systèmes normatifs, il y a la religion, il y a l'éthique, il y a la déontologie, il y a la discipline, j'en passe et des meilleurs. La loi, c'est un des systèmes normatifs que nul n'est censé ignorer, mais sur lequel on ne s'est pas arrêté un seul instant, ni pour comprendre le contenu de la règle, mais surtout pour comprendre le sens de la règle. Bon. En d'autres termes, pourquoi il y a une ligne blanche? La ligne blanche, c'est interdit de franchir, oui. Et quel est le sens de la ligne blanche? Comme disait mon père, il n'a jamais dit, mais mon père aurait pu me dire, s'il avait été vivant, tu respectes la ligne blanche, à l'époque elle était jaune, pour 3 raisons. D'abord, parce que tu ne seras pas verbalisé, la peur du gendarme. Deuxièmement, parce que tu ne tueras personne. Et troisièmement, parce que tout le monde circulera mieux. Parce que si tout le monde circule à gauche ou à droite. Donc la loi, elle a du sens. Et le fait de dénoncer la loi et dénoncer le sens de la loi, ça fait plus que des décennies qu'on ne l'a pas fait.
Alors le rappel à la loi, ça me fait toujours rire. On rappelle la loi à un moment où justement c'est trop tard. Ça me fait penser, vous allez comprendre l'anecdote à toute vitesse, des parents que j'avais en face de moi, non, monsieur le juge, il n'est pas question de vous confier notre enfant à l'aide sociale à l'enfance, j'ai moi-même été confié à l'aide sociale. Je lui dis, madame, c'était avant qu'il fallait y penser, parce que là, aujourd'hui, c'est juste le moment où je suis en train de le faire. Bon, et ben c'est pareil en matière pénale. Des gamins, je prends l'exemple très concret, quand j'étais juge pour enfants, j'ordonnais souvent, et la loi l'a reprise, des contrôles judiciaires dans lesquels je disais, vous allez voir, je connais la formule par cœur, interdiction d'être en dehors de chez toi après 19h, sans l'accord de tes pères et mères, sur les lieux et personnes fréquentées et les heures de retour. En d'autres termes, si je te trouve après 7h du soir, en dehors de chez toi, j'interroge tes parents, s'ils me disent que tu es sorti sans autorisation, tu vas en prison. Et je dis à l'avocat, fermez votre gueule, vous savez que c'est pas vrai, mais bon, vous n'allez pas me faire chier. On a un intérêt commun, c'est qu'il arrête. Bon, l'avocat, tu as raison, monsieur le juge. Bon, ouais. Alors, à ce moment-là, je voyais les parents se remonter et le gamin s'abaisser. Et je lui dis, écoute, c'est clair, alors désormais, je te traduis en français, désormais, quand tu veux sortir, tu dis, papa, maman chérie, est-ce que ce soir, je peux sortir pour aller voir Ahmed ou pour aller voir Dupont et je reviendrai comme d'habitude. Et je veux dire, les parents disant, mais monsieur le juge, je suis en droit de l'interdire de sortir? Et le gamin disant, il faut que je demande l'autorisation. Alors, je ne sais pas si c'est répondre à votre question. Vous réalisez, on est dans le bureau d'un juge. Le gamin, il a commis un vol avec circonstances aggravantes, hein, parce que pour que je puisse faire ça, il faut qu'il risque au moins 5 ans de prison. Donc il les risque. Hein. Et on m'a peut-être même demandé à ce qu'il aille en prison en détention provisoire. Et je suis en train de lui faire un cours d'éducation civile quand il aurait dû, et quand ses parents auraient dû, déjà avoir été formés et éduqués. Donc les parents, souvent des parents immigrés d'ailleurs, qui sont convaincus qu'ils sont des bons parents. Ils sont des bons parents, des gens très très bien, des gens de bonne volonté. Ils sont dans leur culture, dans leurs normes, etc. Mais on ne surveille pas un gamin dans une banlieue parisienne comme on le surveille à Bamako ou dans un village. C'est pas la même chose. C'est pas le même type de problème. Parce que le village fonctionne autrement. Et les gens sont convaincus que parce que du 8e étage, ils regardent leur gosse qui est en bas, il ne se passe rien. Mais en bas, il trafique sur la drogue, il fait conneries sur conneries, etc. En d'autres termes, et le gamin, on ne lui a jamais dit qu'il fallait demander l'autorisation pour sortir. Il dit « je sors ». Et encore, quand il dit « je sors », il se barre, il rentre à l'heure où il veut. Alors en d'autres termes, si on commençait, non, alors vous comprenez mon discours, c'est pas un discours judéo-chrétien et moralisateur, c'est un discours de droit, au sens noble du terme. Je pense que le droit, ça peut aussi, c'est pour rassurer les gosses. Quand ils savent qu'il y a des limites, ils existent, et ils vont les respecter. Ils vont bien sûr essayer de les bousculer, ils font un tas de choses, même les miens. Ils commencent à me l'avouer, toutes les conneries qu'ils ont pu faire dans notre dos. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le rappel à la loi, moi, me fait rigoler, parce qu'on n'a jamais appelé la loi aux yeux des enfants, et j'avais proposé, et ça me fait rager, j'ai loupé mon virage là quand je vous ai dit ça, mais quand je vois Hollande créer la réserve citoyenne, moi j'avais 2 ans plus tôt déposé un dossier, enfin une lettre, sur le bureau de Madame Taubira, dans laquelle je lui préconisais de me mettre, moi, de me détacher. Jean-Pierre Rosenveil, plus haut magistrat de France sur ces questions, avec toute la notoriété, etc., de me détacher auprès de l'Éducation nationale pour développer ce programme d'éducation à la loi. Bon, j'ai jamais eu une réponse. 6 mois plus tard, votre projet nous intéresse, etc. Quoique je connaissais Mme Taubira et que je dînais avec elle, hein, c'est pour vous dire quand même. Et du jour au lendemain, on dit il faut que des citoyens aillent parler. Tout ça, c'est de l'improvisation, c'est pas concerté, c'est pas réfléchi, c'est pas posé. Voilà. Et alors après, des gamins, pour prendre une dernière illustration, hein, je jouais souvent à ce que j'appelle le juste prix avec les gosses dans mon cabinet. Je dis voilà ce qui va se passer, je vais te dire ce que le procureur te reproche, je vais recueillir tes explications, puis après on va prendre les mesures qui s'imposent. Au passage, le procureur souhaite que tu ailles en prison. Alors voilà le truc. Voilà le cadre général. Alors, première question que je pose au gamin, est-ce que tu sais où tu es? Il me dit, je suis au dépôt. Non, tu n'es plus au dépôt. Tu étais au dépôt, tu es monté. Bon, qu'ils me prennent pour un flic n'est pas une injure. Je suis dans le bureau du procureur. Bon, qu'ils me prennent pour un procureur. Bon. C'est une injure. Non, du tout. Non, sinon il fallait mettre ma robe. Non. Donc le gamin, déjà, il était, comment peut-il se défendre dans un lieu dont il ne sait pas qui est le personnage en face et ce qu'il peut faire? Donc je passais déjà 5 minutes pour lui expliquer, je suis juge pour enfants, et voilà, je vais te mettre en examen. Après, on va prendre des mesures provisoires, mais tu n'es pas quitte. Tu vas peut-être rentrer chez toi, pas sûr, mais tu vas peut-être rentrer chez toi, et on se reverra dans les quelques mois qui vont venir, etc. Bon. Et après, je dis, mais voilà, il t'est reproché ça et ça. Je dis, d'après toi, ça risque quoi un gamin qui, comme toi, vous êtes 3, vous avez bousculé un 4e, vous lui avez piqué son téléphone portable? Je ne sais pas moi, monsieur. Il n'a pas dit quelqu'un qui aurait fait ça. Je ne dis pas de toi. Qu'est-ce qu'il risque? Bon,
Alors je lui dis, est-ce que tu sais qu'il y a un lieu qui s'appelle, qu'on prive de liberté quelqu'un? La prison. Alors il arrive à mettre le mot prison. Bon, ok. D'après toi, prison combien? Oh, une semaine? 15 jours? Un mois, arriver à un mois, c'est déjà délicat. Hein. Alors, je ne vous dis pas pour arriver à 7 ans, parce qu'il faut arriver jusqu'à 7 ans. Au passage, là, c'est lui qui est sous le fauteuil et les parents qui sont sous le fauteuil. Les parents réalisent la gravité de ce que le gamin a fait. Et le gamin commence à réaliser la gravité. Alors, je ne suis pas loin de la réponse. Je réponds au cœur de la question que vous posiez. Est-ce que c'est au juge, au moment où il va incarcérer un gosse, où il doit lui réexpliquer que c'est non seulement c'est interdit, mais ça, il le savait, mais les risques qu'il prenait en commettant l'interdit? Et que... par exemple, sur un trafic de drogue, c'est 10 ans. Le gamin, il sort des nues quand on lui dit qu'il risque 10 ans. Et que ce soir-là, quoi qu'il arrive, il ne rentrera pas chez lui. Il dit, monsieur le juge, quand est-ce que je reviendrai? Oh, juge, à mon avis, pas avant. Non, parce qu'il faut toujours donner de l'espoir aux gens. Si vous ne leur donnez pas de l'espoir, vous faites une grosse connerie. Non, pas avant 2 ou 3 ans. Alors, la solution, c'est où tu vas en prison, mais à mon avis, prison n'est pas utile. Ou tu vas dans un lieu collectif, un foyer, c'est à l'encouvert, où il y a un oncle, une tante, quelqu'un. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord à 150% avec vous sur le concept que vous utilisez, de l'importance de légitimer la loi à l'égard des gamins, mais on aurait dû le faire bien avant. Et dernière chose, pourquoi, même si vous m'expliquez la loi, je vais respecter une loi qui pour moi est injuste? Vous militez pour la changer. Vous votez, vous militez, vous manifestez pour la changer. Moi, je ne crois pas à votre loi. Allez expliquer à un gamin dans le cabinet du juge pour enfants, quand il a 2 balles en tôle, que c'est plutôt un avantage que de devoir aller à l'école. Combien de fois j'ai dit à des gamins 2 choses. Première chose, moi je suis allé en Corée, le gamin à 10h du soir, il revenait de l'école, parce qu'on utilisait 3 fois par jour la même école pour les gamins. Eux, ils se battent pour aller à l'école. Toi, tu ne veux pas y aller. Et je disais aux gamins, combien de fois je leur ai dit, toi, sur ton fauteuil noir, là, ce matin, il y avait un petit gamin qui venait d'Afrique, il est tout noir comme toi. Toi, tu habites en face. Et lui, il est venu me voir dans monsieur le juge. Ça fait 6 mois que je suis confié à cet enfant, je ne suis toujours pas scolarisé. Et toi, tu me dis, ça fait 6 mois que vous occupez de moi, je ne veux plus aller à l'école. Cherche l'erreur, je te propose un truc, tu pars à Bamako et toi, je lui donne ta place. Et là, on touche du doigt vraiment l'articulation. Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire ça, non? On touche du doigt l'articulation famille-école. Mais bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Je vous présente 20 secondes mes 2 bouquins, pour ceux qui veulent partir avec. Non, mais attendez, parce que je pense qu'ils peuvent vous être utiles ici ou ailleurs. Le bouquin qu'on a fait avec Jean-Louis, donc 189 questions, je ne me souviens plus, reprise des gamins sur la laïcité, on essaye de mettre en place des argumentaires pour leur répondre. Et deuxième chose, par rapport à tout ce qu'on a dit, ce petit bouquin qui reprend les 4 grandes fonctions de la justice des mineurs à l'égard des enfants, que je ne vais pas vous développer, parce que je n'ai pas le temps. Premièrement, donner un statut aux enfants. C'est le débat sur la filiation, l'autorité parentale. C'est le rôle du tribunal de grande instance et du JAF. Deuxièmement, garantir à tout enfant des parents qui exercent bien l'autorité parentale. On n'a pas eu le temps d'en causer, mais c'est la question de l'assistance éducative, des enfants en danger, des enfants maltraités. Troisièmement, ce qu'on a dit là, même si je n'ai jamais prononcé le mot, de garantir à tout enfant délinquant le droit à l'éducation, puisqu'on part du raisonnement qui est juste, que si un gamin délinque, c'est qu'il a été mal éduqué. Ce qui ne veut pas dire que les parents étaient mauvais ou que les parents étaient démissionnaires. Et quatrièmement, ce qu'on dit rarement, le rôle de la justice, c'est une 4e fonction, c'est de garantir à tous les enfants victimes le droit de se faire rendre justice. Le gamin racketté, il doit se faire rendre justice, parce que sinon, il sera racketteur. Voilà, les 4 grandes fonctions, ça vous intéresse, 5 €, 15 €. Voilà. Et puis mon site internet avec surtout ça, Le Monde. Ça, on vous l'a donné. On l'a donné à tout le monde. Oui. Voilà. Le Merci. blog sur Le Monde, c'est ça. Bon. Merci. 20 € pour le tout, si je comprends bien. Ah, si vous voulez le tout, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et je prends les chèques et je prends l'argent liquide et pas la carte bleue. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci. Bravo. Et donc au 14 février, J'ai un filleul vous voulez bien. problème, et elle m'a donné à 18 ans.